Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui se veut être un canal éducatif et informatif. Ok, aujourd'hui samedi, nous allons faire le crypto rapport et comme vous le savez déjà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Donc là, on va faire ça dans une formule un peu plus spéciale vu que samedi et directement le dimanche, je fais le crypto, enfin le Bitcoin Trading Time. Donc on va principalement donner les news bien sûr de la star de la semaine et la star des cryptos, donc le Bitcoin. Donc on va regarder un peu ce qui passe au niveau global et bien sûr directement après on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. C'est bien que j'adore toujours regarder ce qui se passe au niveau des banquiers et des institutions. Pourquoi? Parce que toute cette nouvelle technologie, donc les DLT, donc les Distributed Ledger Technology, communément appelé le blockchain. Et c'est vraiment cette technologie qui vraiment est en train de rentrer et de bouleverser complètement le monde entier, mais surtout le secteur financier, donc les banques, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça, vu que c'est une technologie qui est principalement peer-to-peer, donc ça vient vraiment les bouleverser. Donc là, vraiment, on va vraiment s'attarder dessus, vu que vous avez bien vu qu'il y a eu énormément de news et énormément de commentaires provenant des personnes du secteur financier, notamment le plus connu, Monsieur Jimmy Dimon, et avec toutes les banques centrales, et qu'on voit directement les politiques qui sont en train d'adopter au niveau de la régulation au sujet de ces cryptos. Donc voilà, donc on va se focaliser dessus. Moi, je vais vous donner tous les articles sur lesquels moi je mets la main durant la semaine, tout ce sur quoi je m'informe. Je vous en fais rapidement un résumé. Je vous les cite, je vous mets tous les liens directement dans la description de vidéo en dessous ici dans YouTube, comme ça vous allez pouvoir tout voir vous-même. Il y a des articles et il y a des vidéos et donc voilà, et donc durant toute la semaine, du dimanche au vendredi, on fait directement tout ce qui est les crypto trading, deux cryptos par jour. Et quand c'est la journée du Bitcoin, on regarde tout ce qui est en relation avec le Bitcoin. Ok, donc voilà, on va commencer. Donc ne vous inquiétez pas, je vais quand même aller quand même assez vite parce que là, hier, je pense que je suis arrivé quand même aux 100 articles. Donc on va vraiment passer ça en revue, un léger commentaire. Et de toute façon, vous avez tout pour pouvoir le suivre vous-même et le lire à votre propre discrétion. Donc voilà, et maintenant, avant de commencer, donc vous savez déjà que d'ores et déjà, vous avez le Trading Wall Street, donc l'initiation, donc la formation, les modules vidéo, les 10 modules vidéo répartis sur 33 vidéos et plus tous les bonus qui vont arriver au courant 2018. Et le tout ici est une formation, donc une initiation réellement pour moins de 50 euros. Vous allez vraiment pouvoir accéder à ça. Il y a plus de 3000 minutes. Donc ça fait exactement plus de 50 heures et donc ça va continuer à être rajouté. Principalement, qu'est-ce qui va être rajouté? Tous les bonus, donc rapport on va dire, rapport de tout ce qui est en train de se passer dans le marché, mais principalement axé à 80% sur tout ce qui est crypto et 20% avec les compagnies qui sont en relation avec les cryptos, le blockchain, et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez aussi avoir quoi, des live trading trimestriels, donc ils vont être là pour voir un peu comment est-ce qu'on est en train de gérer les portefeuilles ici. Donc vous allez voir ce que je fais en tant que consultant et en tant qu'analyste. Ok, donc là, en fin d'émission, je reviendrai dessus, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour acquérir le pack des vidéos modules pour moins de 50 euros. Là, directement, rappelez-vous, il y a plus de 3000 minutes, donc plus de 50 heures, et plus tous les bonus qui vont arriver au courant de 2018. Donc, rappelez-vous, c'est très important. Vous me voyez toujours insister sur ce fait, et c'est vraiment ça. Vous voyez, le trading n'a pas commencé avec les cryptos. Ok, il y avait du trading avant, donc vous devez comprendre comment étaient les marchés avant, la structure des marchés, comment elle était avant, et comment est-ce qu'on est passé de l'ancien paradigme, et comment est-ce qu'on est en train de faire cette transition vers le nouveau paradigme dans lequel on a une nouvelle classe d'actifs qui sont les cryptos. Donc vous devez vraiment savoir comment est-ce qu'on traite, parce que principalement les personnes qui vont faire tous les mouvements, qui vont faire bouger ces marchés-là, ce sont des personnes qui viennent de Wall Street. Donc si vous comprenez pas Wall Street, quand je dis Wall Street, ce n'est pas que Wall Street New York, c'est Wall Street, la City, Tokyo, ainsi de suite. Donc c'est vraiment le marché financier, le monde de l'investissement en général. Donc si vous ne comprenez pas ce monde-là, vous n'allez pas pouvoir faire du succès réellement, comment dirais-je, en venant dans les cryptos. Il ne faut pas tomber dans le piège de ce qu'on voit à la télévision, de oui, devenir un crypto-millionnaire, ainsi de suite et tout ça. Vous avez bien vu que ça, ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui le sont des personnes qui venaient du monde banquier, du monde financier, ainsi de suite, et qui ont vu, comment dirais-je, qui ont senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Oui, c'est ça, hein, c'est sentir les choses, analyser les choses, sentir qu'il y a quelque chose, et ils sont rentrés dedans très tôt. Donc voilà, lorsque quoi? Lorsque entre parenthèses, le Bitcoin, on va dire ça, vu que c'est la plus connue, était sous-évalué. Donc ici, il y a toujours cet aspect news. Donc moi, je vous donne vraiment cette point de vue, cette vue globale, cette revue de presse, afin que vous soyez toujours au courant de ce qui est en train de se passer, vu que moi, c'est ce que je fais au quotidien. Vous voyez que si des clients viennent pour des consultations, je dois savoir de quoi je parle. Ou bien, voilà, il n'y a pas de business. Ok. Donc voilà, donc là, on va commencer tout de suite. Donc rappelez-vous.
on va revenir au www.jctune.com pour pouvoir acquérir ceci, pour acquérir le pack. C'est un très 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 bon pack. J'ai mis tout ce que j'ai fait au niveau des consultations dedans. Donc là, comme ça, vous allez pouvoir, comment dirais-je, être alerte et vous allez voir que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est le côté investigation, le côté recherche est un élément clé dans tout ce qui est trading. Pour ceux qui ne sauraient pas, le trading, ce n'est pas regarder des bougies sur un graphique ou voir des lignes qui bougent. Dans le trading, c'est réfléchir, comprendre le monde qui est autour de nous et anticiper les mouvements et profiter des opportunités qu'on nous offre en gérant le risque, tout simplement. Donc là, pour ça, on viendra demain dimanche lorsqu'on va commencer la semaine avec le Bitcoin Trading Time de demain dimanche. OK? Et maintenant, sans plus tarder, on va aller directement au quoi on va commencer avec notre crypto rapport. Donc moi, je me bouge de l'écran et on y va. OK? Donc voilà, voilà. Et donc, vous savez déjà, on va revenir plus tard au www.jstune.com et on va voir tout cela. Donc d'abord, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe ici au niveau des cryptos. Qu'est-ce que l'on a eu cette semaine-ci. Vous voyez que là maintenant, les cryptos, on a une market cap totale, on arrive aux 500 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est énorme. Regardez comment tout ça a monté. Et bien sûr, dû à qui et grâce à qui? Grâce à la montée fulgurante du Bitcoin. Et donc là maintenant, ça c'est les dernières performances aux 24 heures. Mais vu qu'on fait on fait ce crypto rapport de semaine en semaine, voyons voir ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours. Vous voyez que le Bitcoin est monté de plus de 42,5%. Donc c'est presque 50%. Imaginez-vous qu'il a presque pratiquement c'est terrible, c'est une montée terrible, terrible, terrible. Donc vous voyez que là le Bitcoin, voilà, sa capitalisation de marché est toujours énorme, là en train de monter fortement. Vous voyez que IOTA aussi est monté, vous voyez IOTA 258%. Donc rappelez-vous, lorsque on fait des crypto trading time, ça fait déjà un bout de temps, je pense que c'était depuis le mois de septembre au mois d'août, qu'on avait commencé à parler d'IOTA. Donc voilà comment IOTA, Ethereum qui monte, Litecoin aussi est monté très fort. Vous avez Monero aussi qui est monté super super fort. Ici c'est quoi? C'est NEM qui est monté super fort. EOS aussi a super bien monté. Donc vous voyez qu'il y a eu une semaine magnifique. Et bien sûr les cryptos que l'on aime bien, Quantum, Ripple qui a vu une bonne hausse. Vous voyez, Ripple réellement c'est un cas qui est très particulier. Ripple a je veux dire ça, des excellents fondamentaux. C'est une bonne startup. Il y a énormément d'utilité. Il y a encore une news cette semaine-ci, mais je la donnerai le jour du Ripple Trading Time. Mais vous voyez que ça, comment dirais-je, ça peine à monter. Mais Ripple a un potentiel énorme. Vous voyez, IOTA qui était pareil est monté fortement, on va dire, avant Ripple. Vous devez comprendre que IOTA vient avec quelque chose qui pourrait même surpasser le blockchain. C'est ça ce qu'on appelle le Tangle et le Dark, donc le DAG qui est en train d'employer, qui est comme on va dire les spécialistes, hein, comme on en parle, ça va encore plus loin que le blockchain. Donc ce sont vraiment deux cryptos qui sont très 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 bonnes. Et aussi le NIO aussi que j'aime particulièrement après réellement les avoir analysés et après réellement comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment le but, l'utilité, la fonction. Donc ce sont des cryptos très 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 intéressants. Donc voilà. Donc ça c'est plus ou moins la vue d'ensemble que l'on a. On a une market cap de 435 milliards, volume journalier de 29 milliards et c'est en train de monter. Et le Bitcoin bien sûr, ben, la star du jour, ouais, qui a flirté avec les 16 000, 17 000 et ça dépend dans certains exchanges. Il y avait des prix un peu plus hauts. Je pense même qu'au Zimbabwe ça avait dépassé les 20 000 dollars. Donc vous voyez que là c'est énorme ce qui est en train de se passer. Ok. Donc là, on a le CryptoMaps, on a vu ce qui se passe. Et maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a eu. Vu qu'avec toute cette montée, tout ce qui s'est passé, ben, ça donnait, bien sûr, vous devez le savoir, enfin, vous le savez déjà, énormément de personnes en parlaient. Donc on va voir réellement tout ce qui s'est passé en faisant un tour global. Et encore, il y a une grosse annonce. Là, on est le week-end, on est samedi 9. Vous savez déjà que demain, le 10, il y a la CBOE, donc le Chicago Board of Option Exchange qui va commencer à lancer déjà un dérivé, donc un futur. Et la semaine prochaine, le 18, ça va être le CME. Et il y a le Nasdaq aussi qui va suivre en 2018. Il y a aussi Tokyo aussi qui va suivre aussi avec cela. Mais bien sûr, quand on parle de dérivés, donc de contrats futurs, on ne peut pas laisser outre les ETF, donc les Exchange Traded Funds qui vont aussi arriver. Donc il y en a déjà un, c'est le GBTC, le Grayscale. Bitcoin Investment Trust et donc là c'est déjà listé, donc ça on va voir ça demain lorsqu'on va faire les Bitcoin Trading Time. Et vous voyez que là beaucoup de personnes à Wall Street sont en train de parler maintenant, bah tiens, on va avoir quoi, bah, il faudrait qu'on ait un ETF. Rappelez-vous qu'il y avait déjà un ETF qui avait été refusé au Winklevoss, donc au Winklevoss Brothers, donc ce sont deux jumeaux, donc ce sont des jumeaux et pas deux jumeaux, ce sont des jumeaux et ce sont des personnes très connues dans le monde des investissements et on leur avait déjà refusé un ETF. Et donc maintenant on remet ça sur la table. Pourquoi? Bah, parce que les dérivés
dérivés ont été acceptés et on va voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est déjà ça. Donc les ETF arrivent, donc encore plus de dérivés à Wall Street. Donc là, qu'est-ce qu'il y a encore une autre vidéo ici? Et là, c'est quoi? C'est Monsieur Mike Maloney. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Mike Maloney, c'est lui ici à l'écran. Et lui, c'était un personnage qui a quand même été très très connu parce que bon, c'est un, comme on appelle les Goldbugs. C'est des personnes qui venaient toujours du monde de l'or, ouais, de l'or, oui, c'est la vraie monnaie qu'on devrait utiliser, l'or et l'argent, ainsi de suite. Il a fait un travail excellent, c'est un auteur, un best-seller là-bas aux États-Unis, et il a fait des livres très, très, très connus, très populaires avec Monsieur Robert Kiyosaki. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est de Rich Dad, Poor Dad, donc Père riche, Père pauvre, et ils se sont unis, ils ont uni leurs forces pour faire beaucoup d'éducation financière pour, on va dire, pour tout le monde. Donc c'est très intéressant ce qu'ils font. Et là, ben, là, il est venu parler. Vous voyez que ça faisait déjà un bout de temps qu'il est en train de parler du Bitcoin et de pas mal de choses et des politiques monétaires. Il a des très 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 bonnes euh, playlist sur son canal YouTube, donc je vous invite vraiment à voir ce que ce monsieur fait. Et là, et ça fait un bout de temps qu'il est en train de parler de tout ce qui se passe au niveau crypto, des crypto-devises, ainsi de suite. Donc c'est très intéressant ce qu'il fait. Et là, il est en train de parler de faits, on va dire, fondamentaux et macroéconomiques, ce qui se passe dans chacun des pays et l'impact et le rôle que jouent les cryptos. Donc c'est très intéressant ce que monsieur fait. Donc je vous invite vraiment à regarder cela. Continuons, qu'est-ce qu'on a encore? Bien sûr, rappelez-vous, avec la montée, tout le monde parle du Bitcoin. Et maintenant, Bitcoin est une bulle. Quel est le risque? Qu'est-ce que l'on peut voir ici à court terme? Donc là, c'est à Fox Business où on est en train d'en parler. Donc on appelle des spécialistes et pas mal de personnes qui viennent en parler. Ah bah tiens, celle-là aussi, il faut que je vous la rajoute, c'est très important. Ça, c'est Monsieur Jim Rickards ici. Là, je ne l'avais pas vu, celle-là. Ah, dans Tech Insider, ben là, ben voilà, je ferai en sorte de vous donner cela demain, vu que je ne l'ai pas encore regardé, donc je ne peux pas en connaître le contenu. Donc on va faire ça bien. Donc là, je vais retenir celle-là et demain je vous en parlerai. Donc vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de parler du Bitcoin ici. Et donc voilà, donc la bulle, tout ce côté qui revient, surtout maintenant. Déjà, on parlait déjà de bulle lorsque ça avait dépassé les 5000, ça attendait 10 000, c'était encore plus. Et maintenant qu'on a dépassé les 15 000, imaginez-vous. Donc là maintenant on va continuer et maintenant on va voir monsieur Roger Ver qui est le CEO de bitcoin.com et lui c'était le premier investisseur, donc la première personne au monde à avoir investi directement dans le Bitcoin. C'était un entrepreneur nord-américain, enfin maintenant il n'est plus citoyen américain, il a renoncé à ses citoyennetés nord-américaines et là maintenant ben, il est basé au Japon et on le surnomme Bitcoin Jesus et ça c'est une personne qui a investi je pense en 2010-2011 et donc bien sûr vous l'avez bien compris c'est un Bitcoin millionnaire et lui c'est un monsieur qui venait du monde de l'entrepreneuriat, un investisseur déjà. Donc, vous voyez, comme je vous disais en introduction, il vient déjà du monde des investissements, il vient déjà du monde, comment on va dire, de tout ce qui est investissement, compagnie, ici ou ainsi de suite. Et il vient d'où? Il vient de San Francisco, Silicon Valley. Ok, et donc là, il est en train d'expliquer pour lui quel est réellement le futur du Bitcoin. Pour lui, il le voit plus haut, mais il y a un petit truc ici. Ce monsieur Roger Ver avait commencé à Roger Vick, donc VER comme vous le voyez ici, il avait commencé en défendant fortement et en, comment dirais-je, en créant le buzz vraiment pour le Bitcoin. Maintenant, depuis qu'il y a eu le fork et qu'il y a eu le Bitcoin Cash, lui, il est en train de dire que quoi, que le véritable Bitcoin, c'est le Bitcoin Cash, parce que c'est vraiment ça qui est vraiment proche de la vision du mystérieux créateur Satoshi Nakamoto. Donc là, voilà. Donc à un moment donné, il y a eu cette grande chose et, comment dire, vu que c'est un personnage très 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 influent et très important dans le monde du Bitcoin, et ben voilà, donc il avait mené une campagne. Cette campagne, c'était quoi la finalité de cette campagne? C'était de renommer le Bitcoin Cash, que le Bitcoin Cash soit réellement le véritable Bitcoin et que l'autre Bitcoin, donc le Bitcoin qui est à 15 000, soit le Bitcoin Legacy ou que sais-je d'autre. Ouais. Donc là, c'est vraiment le gros truc, sa grosse campagne. Il y a aussi une petite note, rappelez-vous, j'étais en train de faire une étude sur la compagnie Quantum et lui, il fait partie des investisseurs dans Quantum et encore dans d'autres cryptos, donc dans d'autres projets qui sont là. Donc il est très très influent et très 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 connu dans le monde du Bitcoin et du blockchain, ainsi de suite. Et donc voilà. Donc faites des recherches sur lui, allez voir son site internet, très intéressant ce que ce monsieur raconte. Ok, donc là maintenant continuons, maintenant on va voir un peu quelques articles. Donc rappelez-vous maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du monde. On voit qu'ici bah, à Tokyo, donc vous voyez Tokyo Financial Exchange, plans for Bitcoin Futures Launch. Vous voyez que je vous l'ai dit, aux États-Unis, à Wall Street, les futurs vont arriver. CBOE, Chicago Board Option Exchange. On a le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Et maintenant encore il y a le New York Stock Exchange. Donc on verra, il y a un article plus tard qui parle de ça. Le Nasdaq qui veut en lancer un. Au Wall Street, ils sont déjà en train de regarder, ramener encore plus d'ETF. Et maintenant en Europe, il y a déjà en Suisse, il y a aussi eu un contrat futur. Je crois qu'en Suisse, c'était ETN, un Exchange Traded Notes. Il y a aussi en Suède, ils ont annoncé des dérivés. Et maintenant, ça va arriver à Tokyo, au Japon. Donc vous voyez que
Là, ça est vraiment en train de, comment dirais-je, partout dans le monde, tout le monde va commencer à créer des dérivés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a des dérivés? Il y a de l'argent institutionnel qui va venir. Et donc là, ils viennent avec des milliards. Donc, il y a des trilliards de dollars qui vont rentrer dans le marché du Bitcoin. Donc, ça va être terrible ce qui est en train d'arriver. Donc, moi, je vous le dis, les mouvements que vous avez vus en une semaine du Bitcoin passer de 10, 11 000 atteindre les 17 000, on n'a encore rien vu. Et vous allez voir maintenant ce que des institutionnels sont en train de, comment dirais-je, ceux qui voient et ceux qui sont en train de projeter pour ça. On le verra lorsqu'on va arriver à la partie banquier et institutions. Donc ça va vraiment être quelque chose de gros. Donc ici, vous avez déjà Tokyo. Donc après les États-Unis, et enfin d'abord ça a commencé par l'Europe, les États-Unis et puis Tokyo. Mais ici en Europe, il n'y a pas trop de personnes qui en parlent. Pourquoi? Parce que le monde des dérivés n'est pas trop connu. Vous voyez que tout le monde veut acheter via des Kraken et ainsi de suite, via des exchanges, mais vous ne pouvez faire qu'acheter. Donc acheter bas pour revendre plus haut. Mais les institutionnels, et rappelez-vous ce que moi je fais, nous on va à la spéculation, si on achète du Bitcoin, on va dire sur Kraken, on va toujours avoir quelque chose d'autre pour avoir quoi? Notre couverture et pouvoir spéculer. Donc c'est-à-dire vendre le Bitcoin. Quand on voit le Bitcoin qui passe de 17 000 à 12 000, nous on peut le vendre et profiter de cette baisse. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas très, très connu en Europe. Et c'est ça aussi qui faisait que aux États-Unis, il n'y avait pas beaucoup d'investisseurs qui voulaient rentrer dedans parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se couvrir. Donc c'est-à-dire de faire des ventes à découvert. Ça, c'est des choses qui vont de soi. Donc vous voyez que vous devez toujours avoir ce côté sécurité. Vous voyez, si vous achetez, et, comment dirais-je, qu'il se passe une chose, donc qui se passe en 2008, ouais, on parle tous d'une bulle. Quand la bulle financière a explosé en 2008, vous voyez quand le marché tombe entre 50 et 60% à la baisse, bah, vous faites quoi? Bah, c'est 50-60% de votre argent qui est parti. Et il y a beaucoup de personnes qui ont explosé, comme les Lehman Brothers, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré en margin, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté de l'argent pour pouvoir opérer. Donc 40 fois plus que ce qu'ils n'avaient. Donc s'ils n'avaient que 1000 euros, ben, ils ont pris 40 fois plus de ce qu'ils n'avaient. Donc ils ont pris 40 000 et commencé à faire, on va dire, des gros paris et prendre des positions comme ça. Donc imaginez-vous les dégâts, les catastrophes. Et bon, eux, ils étaient censés savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Mais bon, voilà, si déjà ça arrive à des Lehman Brothers, imaginez-vous maintenant ce qui peut se passer aux petits investisseurs, des personnes qui, voilà, qui rentrent dedans, qui mettent 5, 10, 15, 20 et on continue à monter. Comme j'avais parlé d'un article, il y avait une famille qui avait vendu tout ce qu'ils avaient pour mettre une histoire de 300 et quelques mille dollars dans le Bitcoin. Donc imaginez-vous. Donc imaginez-vous la panique, sans couverture, sans éducation financière, sans rien du tout, juste pourquoi le buzz. Donc ouais, que c'est terrible. Mais ici, pour en revenir à l'article, vous voyez beaucoup plus d'institutionnels qui sont en train de rentrer dedans. Donc là, maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on a ici? On a encore un autre article. Et là, maintenant, on parle toujours de ce qui est blockchain, ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est quoi? On va en Australie. Et en Australie, qu'est-ce qu'on a? On a la bourse australienne qui, maintenant, va commencer à avoir quoi? On va utiliser le blockchain pour faire tout ce qui est sa clearance, donc tout ce qui est son post-trading system. Rappelez-vous, lorsque la journée de trading elle est faite, donc là, on parle de bourse. Une fois que la bourse est finie, vous voyez tous ces achats et ces ventes qui sont passés, il faut bien quelqu'un, entre parenthèses, on va dire, pour comptabiliser ça. Donc, pour vérifier que toutes les opérations vont bien. Pour vérifier, par exemple, que moi, Serge, j'ai bien vendu à Bertrand et que l'opération, la transaction s'est bien passée. Donc, ils font un centre, ce qu'on appelle ça, un centre de clearance et un post-trading. Donc, vous voyez là, on va recompter le tout, faire en sorte que les prix sont bien faits, que chacune des personnes, l'argent est bien allé de là, que les titres passent de telle possession, enfin de tel propriétaire, enfin du monsieur A au monsieur B, que l'argent de monsieur B a été bien payé, enfin que monsieur A a bien reçu l'argent du monsieur B, et ainsi de suite, au prix correspondant, avec les commissions correspondantes et tout ce qu'il y a. Et maintenant, la bourse australienne va utiliser le blockchain pour pouvoir faire ça. Mais il y a une compagnie très particulière qui vont employer, c'est la compagnie Digital Assets. Et si vous suivez les crypto-rapports depuis un bon bout de temps, vous savez très bien que j'avais fait comment dirais-je, j'avais fait une émission spéciale sur Digital Assets. Pourquoi? Parce que dans Digital Assets, on retrouvait une personne très intéressante qui était Madame Blight Masters, qui aujourd'hui est le CEO de Digital Assets. Et Madame Blight Masters, c'était qui? C'était la head, c'était la head, donc la directrice, donc on va dire la chef de la section commodities et c'était commodities and derivatives, je pense, à JP Morgan. Ouais, qu'après, il y a eu tous ces trucs après la crise financière. On dit qu'elle avait été virée, mais non, elle est partie. Et pour monter quoi? Directement commencer à développer le côté blockchain. Et même dans sa compagnie Digital Assets, il y a énormément de personnes et d'autres exécutifs de JP Morgan qui sont avec elle. Et elle a fait le tour du monde depuis 2012, 2013, 2011 même. Elle faisait le tour du monde déjà pour parler du blockchain. Donc, elle a préparé le terrain. Donc, elle était dans tous les pays du monde, donc dans toutes les places boursières les plus importantes. Et elle parlait déjà du blockchain. Rappelez-vous que le blockchain, c'est le nom, on va dire, le nom commercial que l'on donne à quoi? À ce qu'on appelle les DLT. Réellement, le blockchain, rappelez-vous,
éduquez-vous de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le DLT, donc le Digital Ledger Technology. Et ça, c'est ce que sa boîte Digital Assets vient, comment dirais-je, proposer. On veut que beaucoup de personnes parlent toujours de quoi? De blockchain. Blockchain, c'est le nom commun. Le blockchain, on va dire, c'est le nom qui est associé au Bitcoin. Oui, le Bitcoin est là et le Bitcoin repose sur quelle infrastructure, sur quelle technologie? Ben, sur le blockchain. C'est le nom qu'on y a donné. Ouais, comme Internet, c'est le nom qu'il y a, mais il y a un nom bien plus complet par rapport à ça. Donc voilà. Donc elle, Madame Masters, CEO de Digital Assets, qui maintenant vont commencer à gérer le clearance de toute la bourse. Et c'est marrant, parce que, bon, comment dirais-je, pas marrant, mais on voit vers où on tend. Quand j'en parlais avec pas mal de clients, je disais, un jour, on va voir la bourse qui va être mise sur le blockchain. Donc regardez déjà, si on devient dingue avec le Bitcoin et les mouvements qu'il y a et les altcoins, imaginez-vous lorsque toutes les actions du monde, toutes les commodités, tout ce qui peut être tradé dans le monde va être mis sur le blockchain et que ça va être décentralisé, qu'on va pouvoir le faire en peer-to-peer ou en business-to-peer et 24 sur 24, 7 sur 7. Donc ça va être quelque chose de grand et de phénoménal. Et là, on va commencer, on va plus utiliser des fiats, mais on va commencer à avoir du Ripple ou du ci ou du ça. Chacune de ces coins va avoir une utilité au sein du blockchain et ça, c'est le monde de demain. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va continuer notre tour du monde et on va aller où? On va aller aux États-Unis et aux États-Unis, non, on va aller, pardon, on va aller en Corée du Sud et on se rend compte que quoi que la Corée du Sud c'est le pays du monde où les personnes sont bien plus comme ils disent aware, donc où les personnes en savent bien plus au sujet du Bitcoin. Donc il y a beaucoup de volume maintenant Japon, États-Unis et Corée du Sud, mais on se rend compte que les personnes en Corée du Sud sont les personnes les plus instruites au sujet du Bitcoin. Donc là ils donnent des chiffres qui sont très 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 intéressants et donc voilà qu'il y a plus de 90% des personnes qui connaissent le Bitcoin, mais par contre il y a 90, comment dirais-je, 90% des personnes connaissent le Bitcoin, mais par contre, très peu de personnes, comme ils disent ici, connaissent le blockchain. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très intelligent. On voit que le Bitcoin, c'est le nom qui fait le buzz, ainsi de suite, mais il ne faut pas confondre Bitcoin et blockchain, mais voyez, le blockchain, c'est la technologie qui est là. Donc, voyez, le grand public n'est pas au courant du blockchain, mais le blockchain, c'est ce qui intéresse sur les institutionnels. Donc, rappelez-vous, ça, j'en parle souvent. Donc, maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? On va en Chine. Et rappelez-vous, en Chine, qu'est-ce qu'il y a eu? Rappelez-vous qu'il y a eu le ban. Donc, on a banni les exchanges. Mais malgré ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a le trading qui se fait de manière OTC. Et qu'est-ce que ça veut dire OTC? OTC, ça veut juste dire over the counter. Donc, le O, le T et le C. Donc, ça veut dire ils font déjà du trade peer-to-peer. Donc, vous voyez que là-bas en Chine, il y a beaucoup de gens qui utilisent déjà les paiements digitaux. Donc, avec les smartphones, sont très populaires. Et donc, les gens maintenant sont en train de trader comme ça entre eux. Donc, vous voyez, vu qu'ils n'ont plus d'exchange pour pouvoir le faire, mais tout le monde a des wallets. Tout le monde a des bitcoins ou des altcoins dans ses wallets et donc maintenant voilà, on peut les passer d'une adresse à une autre et en les revendant à un prix bien plus haut. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer là-bas en Chine maintenant. On voit que malgré le ban, comment dirais-je, la population continue toujours à trader. Maintenant, ils traitent de manière OTC. Donc ça va être quoi? Bah, ça va être le futur de demain. Ouais, bon, ils ont trouvé leur marché alternatif, leur exchange alternatif, on peut dire ça comme ça. Et voilà. Maintenant, on continue maintenant et on reste en Chine. Vous voyez, en Chine, rappelez-vous, ici, on a une image derrière, c'est le PB aussi, donc le Public Bank of China, donc la banque centrale chinoise. Et comme ils disent, ils ont eu raison de fermer les exchanges et de bannir les ICOs. Donc, vous voyez, on reste dedans. Donc, vous voyez que la conséquence de ceci, normalement, cet article devait venir juste avant. La conséquence de ceci, c'est quoi? Ben, c'est que la population a commencé à trader toujours de manière OTC. Donc, ça, c'est très intéressant. Continuons et ici maintenant on reste en Asie Pacifique et on va où? On retourne en Corée du Sud et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, vous voyez que là on a vu les banques centrales et leurs politiques qui sont en train de prendre et maintenant vous voyez que vous avez la banque centrale sud-coréenne qui elle aussi va commencer maintenant, qui continue son travail au niveau de la quoi? De la régulation. C'est très 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 important et vous voyez que c'est un mot que vous allez toujours entendre, vous allez entendre toujours crypto, régulation, crypto, bitcoin, ainsi de suite, régulation, ICOs, régulation. Vous voyez qu'il y a énormément de risques vu que vous voyez que c'est un animal, la bête est sauvage et on ne sait pas encore comment la dompter. Donc on va entendre de plus en plus ces choses-là. Vous voyez que ça urge, au plus le prix va monter, et ben, en plus il y aura enfin, il y aura des problèmes par rapport à ça. Et donc vous voyez encore une fois qu'est-ce qui se passe. On reste en Corée du Sud et maintenant ils ont quoi? Ils sont en train de planifier de faire des income tax, donc c'est-à-dire taxer les plus-values. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas toujours à tout le monde. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous parlais de Coinbase et la SEC, donc c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers, l'équivalent de la AMF
nord-américaine avait demandé à Coinbase de leur passer tous les trades, donc toutes les opérations qu'avaient passé les clients. Ils ont voulu une centaine de mille, Coinbase a négocié et ça a été rabaissé à 14 000 exactement. Donc voilà, pour pouvoir voir si les personnes ont réellement déclaré ce qu'il y avait, vu qu'il y avait des chiffres vraiment insignifiants du nombre de personnes qui déclaraient leur plus-value ou leur perte directement aux impôts. Donc voilà, donc au fisc. Donc là, vous voyez qu'en Corée du Sud, maintenant, ça va être ils sont en train d'y travailler. On reste encore en Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud maintenant? En Corée du Sud, maintenant, le gouvernement va permettre aux investisseurs institutionnels de participer aux ICOs. Mais en lisant l'article, vous vous rendez compte que ça pose un problème. Pourquoi? Parce que les ICOs, on les voulait décentraliser. Et maintenant, lorsqu'on vient avec des institutionnels, qui dit institution dit régulation. Donc, les ICOs ne seront plus peer-to-peer, mais ça va être centralisé. Pourquoi? Vu qu'il y aura toujours, comme vous avez vu, il y aura toujours une entité, une tierce partie qui va être là pour réguler toute la chose. Et ce n'était pas ça le but réel des ICOs et des cryptos. Parce que qui dit ICO, c'est une manière de lever des fonds alternative. Rappelez-vous l'exemple que je vous donnais toujours avec Snapchat, pour pouvoir lever des fonds, ils ont dû passer par des venture capitalistes. Facebook, pour lever des fonds avant de rentrer en bourse, ils ont dû passer par des venture capitalistes. Donc tout ça, c'est régulé, vu que la SEC est au-dessus. Donc l'équivalent de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers. Alors maintenant, si la Corée du Sud fait quelque chose comme ça, il y aura le gouvernement derrière et leur autorité des marchés financiers. Ce qui veut dire que ça va plus être, comment dirais-je, fait de manière peer-to-peer, donc de manière décentralisée. Mais d'un autre côté, c'est bien. Pourquoi? Parce que les compagnies vont pouvoir lever des fonds rapidement et on va dire les investisseurs aussi vont être protégés. Mais d'un autre côté, voilà, ça dénature, on va dire ça comme ça, la nature décentralisée des ICOs. Donc l'article est très intéressant, il faut le lire parce que c'est vrai qu'il y aura toujours des débats au niveau de la régulation. Il en faut, ou sinon il y a trop de fautes et blanchiment d'argent et pas mal de choses qui vont avec, mais une fois qu'il y en a trop, en fait, on n'a pas changé. Donc, ouais, que ce n'était que du vent, en fait. Alors, tout ce qui était décentralisation, peer-to-peer, ainsi de suite, parce que vous voyez que ça ne va pas avec les politiques monétaires des banques centrales aujourd'hui. Donc là, maintenant, continuons et on va où ici? Voilà, il y a premier cas qui a été amené devant la justice et c'est à Singapour. Et qu'est-ce qui se passe à Singapour? Il y a une valeur de plus de 36 millions de dollars en Bitcoin et il y a une dispute entre deux parties, deux compagnies qui se disputent. C'est-à-dire un investisseur, enfin une boîte, une compagnie qui investit et directement un exchange. Et maintenant, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que la compagnie qui était un fonds, est en train de porter plainte au niveau de l'exchange. Pourquoi? Parce qu'ils ont manipulé leur trade. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'exécutaient pas leur trade au bon moment. Et lorsque les trades étaient exécutés, il y avait des problèmes au niveau des fraudes. Et ils étaient en train de refaire les trades inverses. Donc, toute une histoire terrible. Et maintenant, il y a 36 millions de dollars. Donc, un nombre important de bitcoin pour 36 millions de dollars qui sont là, qui sont bloqués. Et maintenant, voilà, il faut que ce soit, l'affaire doit être réglée. Et donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et ça, c'était la première histoire du genre. Mais maintenant, le problème, la chose qui est marrante, c'est que la justice ne sait pas comment trancher. Pourquoi? Vu que le bitcoin change toujours de prix. Donc, la somme qui était, ils ne savent pas s'ils doivent se baser sur la somme qui est demandée ou sur le nombre de bitcoins. Parce que s'ils vont sur le nombre de bitcoins et que le bitcoin continue à monter, d'ici là, ça ne va plus être 36 millions. Donc ça peut être plus. Donc vous voyez que là, le problème, la nature volatile de la bête, fait que comment est-ce qu'on tranche une affaire pareille. Donc là, c'est très intéressant. C'est marrant ça. Continuons maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Là, maintenant, on va continuer et maintenant, on va aller un peu, on va du côté du Mexique. Et maintenant, au Mexique, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en Amérique latine, on n'en parle pas trop un peu de ce qui se passe au niveau des cryptos. On sait qu'il y a beaucoup d'utilité et ainsi de suite là-bas, que les exchanges aussi fonctionnent bien. Mais maintenant, là, c'est une nation souveraine du Nord-Amérique, du bloc nord du continent qui maintenant a décidé de réguler les cryptos et la fintech. Et là, maintenant, ça va arriver maintenant. Oui, c'est pour le 15 décembre, donc dans moins de 6 jours on va voir exactement ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, vous voyez que là, on voit un pays du bloc nord-américain qui rentre. Donc, il y a déjà le Canada, les États-Unis qui s'étaient fort prononcés, mais on attendait le Mexique. Et voilà, maintenant le Mexique a décidé de faire quelque chose. Et maintenant, restons un peu dans tout ce côté, un peu, on reste en Amérique. Et qu'est-ce qu'il y a? Sûrement, vous avez dû le voir pour avoir un peu une note tranquille. On a quoi? Maintenant, Katy Perry qui a commencé à venir, parler des cryptos, mais il en a parlé avec un personnage que tout le monde connaît, c'est le légendaire investisseur Warren Buffett. Et donc voilà, donc il a demandé l'avis de Warren Buffett au sujet des cryptos. Et donc voilà, c'est une rencontre, ouais, deux mondes qui se rencontrent, hein, le monde des pop stars et maintenant le monde des investisseurs. Voilà, ils ont un point commun, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin. Donc voilà, ça je l'ai mis là.
là comme ça parce que je me dis, bah tiens, je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses, mais voilà, il faut bien qu'elle place son argent quelque part, donc elle a raison quand même de s'y intéresser, mais bon, qu'elle ne mette pas tout dans le Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a eu un survey qui a été passé par Ron Paul. Ron Paul, c'est un ancien député nord-américain, membre enfin, qui était au Congrès, ainsi de suite, et toutes ces histoires-là aux États-Unis, et qui a mené une campagne très forte pour bannir la Federal Reserve, donc la banque centrale nord-américaine, ainsi de suite. Donc là, si vous faites des recherches sur son nom, vous allez voir tout ce que ce monsieur a fait. Et il a conduit, comment dirais-je, sa petite enquête. Donc voilà, donc, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il a vu que 51% des personnes choisiraient le Bitcoin au lieu de l'or ou du fiat. Donc son enquête, c'était quoi? Il s'est dit, bah tiens, je vais proposer, faire un sondage et demander aux personnes si jamais vous devez recevoir quelque chose, un paiement ou un cadeau, mais que vous devez le garder pour, on va dire, 10 15 ans, ou je crois que c'était plus. Il a dit, comment est-ce que vous voulez le recevoir? Il leur a demandé ou du Bitcoin ou de l'or ou du fiat. Et là, bah, plus de 51% des personnes ont choisi quoi? Bah, de recevoir ce cadeau-là en quoi? Bah, en Bitcoin. Vous voyez ici. Et son survey a été fait sur quoi? Sur près de 43 000 utilisateurs comment dirais-je, des réseaux sociaux. Et voilà, le paiement c'était quoi? Est-ce que vous voulez recevoir des bitcoins, de l'or, un bon du trésor ou des dollars américains? On voit que tout le monde a choisi le bitcoin. On voit que cette hausse du bitcoin fait que ça devient très 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 populaire et que même ne sachant pas c'est quoi, alors quand on voit les prix auxquels ils sont, bah, tout le monde se dit bah tiens, bah non, bah moi j'aimerais être payé en bitcoin. Maintenant, on continue et rappelez-vous, au début, je vous parlais des investisseurs très connus, les Winklevoss Brothers, et maintenant ils sont là. Et comme on dit, c'était aussi après Roger Ver que vous avez vu. Eux, ils essayaient de passer déjà des ETF, mais ils ont été fortement rejetés toujours par la SEC. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des bitcoins. Et là maintenant, et ça a été vérifié, ce sont les premiers milliardaires en bitcoin. Donc après tout ce qu'ils ont acheté de bitcoin, et ben voilà. Et là maintenant, ben, la montée des prix a fait d'eux des milliardaires. Et donc voilà, l'histoire, elle est là. Donc, ok. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà ce qu'il y a ici. Donc, vous voyez qu'au début, hein, comme on dit ici, qu'en 2013, ils avaient acheté 100 000 bitcoins, ce qui leur aurait fait un investissement de 11 millions. Et maintenant, au même prix, et ça leur fait quoi? Ben, vous voyez, là, c'était quand le prix était à 11 200 pour le bitcoin. Un bitcoin à 11 200. Ces 100 000 bitcoins avaient une valeur de 1,1 milliard. Alors maintenant, imaginez-vous avec le bitcoin au-dessus des 15 000, on a flirté avec les 17 000. Et si ça continue à monter, eh ben, voilà. Donc, vous voyez, le bitcoin a fait des milliardaires. Mais comme je le dis, rappelez-vous, lorsqu'on parle de ces personnes-là, ne tombez pas dans le piège. Ce sont des personnes qui investissent. Ils ont passé toute leur vie dans les investissements et là-dedans. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ouais, et il faut pas comprendre, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas confondre cela. Donc, c'est des personnes qui étaient là dès le début, comme le Roger V, encore d'autres personnes. C'est des personnes qui connaissent réellement ce monde-là. Donc, ouais, ils ont déjà une connaissance, ils investissaient déjà dans d'autres choses. Et là, quand ils ont vu un nouvel actif arriver, ben, boum, la transition a été faite d'une manière intelligente. Vous voyez que ce sont des personnes qui savent ce qu'elles font, donc qui sont éduquées financièrement. Ok, donc voilà, n'oubliez pas ça. Ne tombez pas dans le piège de oui, on a vu beaucoup d'argent. Non, comprenez que il faut être éduqué financièrement et pour savoir ce que l'on fait, quelle proportion de son capital on va mettre dedans. Ok. Et là maintenant encore d'autres analystes qui viennent ici. Donc on est l'année du Bitcoin. Vous voyez là c'était quand le Bitcoin était encore en dessous des 12 000 et déjà là on parlait des projections futures pour 2018 et on les voyait quoi. On voyait le Bitcoin à 50 000 dollars. Donc là voilà, ça continuera à monter encore plus. Donc vous voyez que ça et le fait c'est quoi? Maintenant que le Bitcoin est connu, l'acceptance mondiale et maintenant on va voir exactement qu'est-ce qu'il y a. Donc, rappelez-vous, lorsque j'en parlais dans le crypto trading, enfin le Bitcoin trading du dimanche passé, c'était quoi? C'était le côté réseau, vous voyez, le côté buzz du Bitcoin. Maintenant, on aimerait vraiment voir le côté utilitaire et rappelez-vous ce qu'on vient de voir au début d'émission ici, monsieur Roger Ver, avec son combat, il essaie de faire remplacer Bitcoin, que le Bitcoin Cash soit réellement le véritable Bitcoin. C'est pour ça, pour le côté utilitaire. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de Bitcoin Cash. Pourquoi? Ce côté utilitaire que n'a plus le Bitcoin avec son super prix super haut. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons. Et encore quelque chose de très 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 intéressant. Il y a un dealer de gold, donc d'or physique. Et ce dealer d'or physique maintenant, qui est quoi?
a vu son action donc de sa compagnie hein, NRH montrer plus de 3300% cette année-ci. Et depuis quoi? Ben, depuis qu'elle a permis à ses clients de pouvoir aussi directement acheter et revendre des cryptos. Et cette compagnie qui est donc on est le propriétaire, c'est Monsieur Sebag qui en est le propriétaire ici. Comme vous l'avez là, ben, vous voyez ce qu'il dit, il dit que pour lui, ben, il n'y a pas de doute, le Bitcoin est bubbly. Donc le Bitcoin est dans une bulle, mais comme il dit, I made a lot of money. Donc voilà, il dit j'ai fait énormément d'argent des bulles. Donc il a investi dans le Bitcoin quand son prix était à 6 dollars. Donc imaginez-vous déjà lui aussi. Et comme il a dit, il a pris ses bénéfices, une partie de ses bénéfices au printemps cette année-ci. Donc imaginez-vous les super gains qu'il y a et cette compagnie est montée super haute. Et là, je vous ai préparé quoi ici directement? Ben, vous envoyez quoi? Un graphique. Donc vous voyez ici un graphique directement de sa compagnie. Ici directement, c'est sa compagnie hein, NRH, oui, Israël Tel Aviv, c'est là-bas qu'elle est listée. Donc vous voyez exactement le prix qu'elle avait, ça c'est 2017, vous voyez, septembre 2017. Regardez, elle était à moins de 100 dollars exactement et au même moment le Bitcoin était à 4000. Donc depuis que sa compagnie a commencé à offrir à ses clients, comment dirais-je, la possibilité d'acheter, de revendre du Bitcoin, ben regardez la montée du Bitcoin, vous voyez, depuis le mois de septembre. Boom, et directement ici la montée de sa compagnie depuis le mois de septembre, boom. Et donc là, c'est pour en revenir aussi au Bitcoin Trading Time qu'on avait fait le dimanche passé, où je vous disais que voilà, que quand vous voyez le Bitcoin qui est super haut, donc imaginez-vous, lui, il a acheté le Bitcoin à 6 dollars, arrive à 15 000, ça devient cher. Mais comme vous avez vu, il y a d'autres choses qui vous donnent la même opportunité. Donc imaginez-vous, ça aussi c'était super pas cher, c'était pratiquement à zéro, donc ça ne valait pas grand-chose sa compagnie il y a moins de quelques années, et regardez maintenant. Donc, vous pouvez avoir acheté quelques actions de cette compagnie-là pour monter et arriver à 4000, eh ben, c'est phénoménal. Donc, vous aurez pu ne fût-ce qu'acheter une action à 10 dollars, ou je ne sais pas quand l'action était à 10 ou même à moins de 100 dollars, et voilà, monter. Donc, ouais, c'est ça la diversification effective. Et bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour le trade, le trading, on verra ça demain, mais vous voyez que ces exemples sont là. Donc, vous voyez que là, c'est la base du travail du consultant et de l'analyste, c'est d'aller générer ce genre d'idées et voir un peu qu'est-ce qui est en relation avec quoi. Donc, vous voyez, comme ça, ben, on monte avec tout et on n'a pas tous ces œufs mis dans le Bitcoin. Parce que vous voyez, quand le Bitcoin tombe, il y a des fluctuations terribles. Ça fait du bien lorsque ça va vers le haut, mais pas lorsque ça va vers le bas. Ok, parce que là, quand ça va vers le bas, il faut savoir quoi faire. Et c'est pour ça qu'il y a des ETF maintenant qui vont être lancés. Et c'est pour ça qu'il y a des contrats dérivés futurs. Ça va permettre aux investisseurs de ce que vous voyez ces mouvements-là de profiter aussi à la baisse. Et c'est ce que nous, ici, on a la possibilité de faire en Europe avec les CFDs. Mais vous voyez que là, il faut savoir ce que l'on est en train de faire. Ok, donc là, hop, là, pardon. Là, c'était la particularité de cette chose-là. Vous voyez, mais maintenant, bah ouais, que des compagnies montent et elles profitent de la montée forte du Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, il y a déjà une semaine, la semaine passée, je vous avais dit tout ce qui s'était passé. Hein, lorsqu'on était en train de voir le Bitcoin, il avait ces fluctuations de prix terribles. Je vous ai dit que nous, ici, et dans les exchanges et dans nos comptes de trading dérivés, on nous avait annulé le trade. Il y a des ordres qui n'ont pas été passés. On a suspendu le trade. On a changé nos politiques et les conditions de trade rapidement. Donc, on signe pour ça. Hein, donc, c'est les risques à prendre. Mais voilà, on n'a pas pu profiter de ces super fluctuations de prix dans les durant les 48 heures, 72 heures dans lesquelles il y avait tous ces mouvements depuis mercredi passé et jusqu'à ce qu'on a vu là maintenant. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben maintenant, encore avec la montée du prix qui a flirté avec les 17 000 et voire même plus, ben, il y a eu 200 000 ordres qui n'ont pas été exécutés et donc ça a encore fait énormément de problèmes dû à quoi? Ben, dû à la montée des prix du Bitcoin. Les réseaux étaient saturés, les exchanges n'ont pas pu suivre et comment dirais-je, il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup de collapses et bien sûr ça fait quoi? Ça fait des utilisateurs et des traders qui ne sont pas contents parce que ben, leurs prix, enfin leurs opérations n'ont pas été exécutées et ben voilà, c'était l'occasion pour beaucoup de personnes de pouvoir gagner. Mais vous voyez que c'est ça. Donc avec comment dirais-je, avec le succès, ben, il vient tout ce côté obscur du succès et il faut faire avec. Donc voilà, Bitcoin étant number one, ben, voilà ce que ça fait pour le Bitcoin. Ok. Et là maintenant on va continuer. Et là maintenant, on va aller voir un peu le côté institutionnel. Là. Quelles sont les institutions? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, vous voyez qu'on a toute cette grande montée, il y a eu beaucoup de choses. Et là, vous voyez qu'il y a des personnes qui, eux, ben, vous voyez Monsieur Draper ici, Stream Draper, ben, qui lui, ben, avec la montée du Bitcoin, du comédie, il est I'm so excited about Bitcoin. Donc, ouais, lui, il est vraiment pour. Lui, il voit ça terrible. Et lui, pour lui, ben, c'est une grosse opportunité. Donc, vous voyez, ben, il y a des personnes qui sont pour, d'autres personnes qui sont contre. Et ben non, ben, lui, il est là. Et là, ça fait quelque chose de bien. Et là, cette personne gère un fonds. Vous voyez, il a même sa cravate Bitcoin. Donc voilà, ça veut tout dire. Ce monsieur, il est très content. Donc il a dû faire des gains énormes. Et donc voilà. Donc lui, bien.
Continuons maintenant, on va voir une autre compagnie que tout le monde connaît. Et ici, c'est quoi? Ben, on va voir les institutions maintenant. Donc, on a remarqué, on est déjà dans le côté institutionnel. Et on a quoi ici? On a le cofondateur de Yahoo, Jerry Yang, et qui dit que lui, il croit fortement dans le Bitcoin. Donc, vous voyez qu'il est du côté, on va dire, du côté des gentils, on va dire ça comme ça. Et c'est une personne là qui voit l'avenir avec le Bitcoin et bien sûr avec le blockchain et tout ce que ça peut faire et le changement que ça peut, l'impact que ça a dans le monde de demain. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est, ouais, le cofondateur de Yahoo, bah, qui lui est pour. Maintenant, on va continuer avec les institutionnels et les banquiers et toutes les grandes personnes. Et alors, ce monsieur que vous avez ici, c'est monsieur Gary Cohn. Gary Cohn, pour la petite histoire, c'est un ancien exécutif Goldman Sachs. Et maintenant, il travaille au gouvernement et c'est le conseiller économique et financier de la Maison Blanche. Et donc, bien sûr, vous l'avez compris là, de monsieur le président Donald J. Trump. Et là, monsieur Gary Cohn est là bah, pour en parler. Donc, vous voyez qu'il est là. Donc, il parlait de pas mal de choses. Il y avait toute la vidéo. Mais là, ici, je vous ai mis que le côté où il était en train de parler de quoi? Du Bitcoin. Et comme il dit, à la Maison Blanche, on regarde énormément, énormément le Bitcoin. Donc là, voilà, vous allez voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Que même à la Maison Blanche, on parle du Bitcoin. Et donc, voilà, ça arrive jusque-là. Donc là, monsieur Gary Cohn ici qui est là, qui est conseiller économique de monsieur, du président Donald J. Trump sur le Bitcoin. Donc vous voyez que même à la Maison Blanche, à Washington DC, on est là sur le Bitcoin. Maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a ici? Vous avez encore une autre vidéo. Et là, maintenant, on a quoi? Ben, on a monsieur Max Keiser. Max Keiser est un ancien stockbroker nord-américain, donc de Wall Street. Et là, maintenant, vous le connaissez bien. Enfin, certains d'entre vous le connaissent pour son émission, le Kaiser Report, qui fait sur RT, donc sur Russian Television. Et là, il vient pour parler du Bitcoin. Et là, ça a été une personne qui a fortement, fortement défendu et fortement, fortement parlé du Bitcoin. Et donc là, voilà. Et comme il dit, ben voilà, le Bitcoin, comme il dit, ben, va aller au-delà de toutes les performances, de tout ce que l'on espère, et ça va même battre les performances de l'investisseur légendaire Warren Buffett. Donc là, la partie 1, et directement ici, vous avez la partie 2. Ok, donc là, c'est super, super intéressant. C'est un personnage très, 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 très énergétique, on va dire ça comme ça, ultra vitaminé, mais il sait de quoi il parle, ce monsieur. C'était un insider, il était à Wall Street, donc il sait très bien de quoi il parle. Donc voilà. Donc maintenant, continuons. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a? On va continuer maintenant avec les institutionnels. Et là, vous avez quoi? Les hedge funds, donc les fonds de couverture, ceux qui étaient là en train d'attendre. Et là, maintenant, comme on dit, betting against Bitcoin. Donc, betting to bet, c'est-à-dire parier, mais parier contre. Donc, quand on parie contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre un sell short. Donc, on va faire une vente à découvert. Quand il dit betting against Bitcoin, et ça, c'est ce que les hedge funds, hedge funds are targeting price falls. Donc, c'est-à-dire que les hedge funds sont en train de, leur vision à eux, ce sont la baisse des prix du Bitcoin. Et là, maintenant, ils vont avoir l'opportunité de le faire. Ouais, quand on parle surtout des hedge funds, rappelez-vous, c'est surtout le côté Wall Street que l'on voit parce que c'est eux qui vont vraiment arriver, c'est eux qui attendent, c'est eux qui ont des trilliards de dollars qui sont prêts et ils vont venir ici pour mettre des shorts. Rappelez-vous maintenant, ils vont pouvoir acheter le Bitcoin et mettre de la pression avec des dérivés. Avec des dérivés, ils peuvent mettre un short. Si je ne dis pas de bêtises, mais ça j'en parlerai plus dans le Bitcoin Trading Time. Pour que vous compreniez, un bitcoin coûte 15 000. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe avec l'or. Avec l'or, l'once d'or, maintenant on est en dessous des 1300 dollars. Si je ne me trompe pas, on est en 1270, 1260, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on en a des dérivés, pour bouger une once, on peut bouger une once avec 1 dollar de dérivé. Donc vous voyez qu'avec les dérivés, vous pouvez avoir du levier et ainsi de suite. Donc juste avec, pour vous imaginez que 1 dollar peut influer sur le prix de... Donc 1 dollar peut faire bouger 1250 dollars. Ça, c'est la puissance des dérivés, des ETF et de tous ces produits dérivés qu'il y a. Donc là, imaginez-vous quand il va y avoir une masse d'ordres placés, donc des short selling qui vont être mis dans les dérivés pour, comment dirais-je, de la part d'investisseurs qui veulent vendre à découvert le Bitcoin, toute la pression qu'ils peuvent mettre peut influencer le prix du Bitcoin. D'un autre côté, ils veulent lancer ces dérivés, comme ils disent, pour contrôler la volatilité. Ce qui fait que s'il y a plus de personnes qui vendent, qu'il y ait plus de personnes qui achètent, le prix se stabilise. Mais ici, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a, vu que rappelez-vous, ce sont des hedge funds, et les hedge funds ont comme prime broker des banques d'investissement, des JP Morgan, ainsi de suite. Et les JP Morgan sont des money center banks qui font, que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font partie du réseau de la Fed. Donc la Fed, c'est la banque centrale nord-américaine, ce qui fait qu'ils ont le droit d'avoir de l'argent au type d'intérêt qu'il y a maintenant, qui sont très bas, donc 1,25. Et on s'attend même à ce que ça monte à 1,50 et ainsi de suite. D'ici là, il va y avoir des rate hikes, et enfin, probablement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent gratis. Donc, ils peuvent emprunter de l'argent à un très faible taux d'intérêt, prendre du levier avec cet argent et mettre de la pression là-dedans.
Donc imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire avec des dérivés, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce n'est pas le nombre. Vous voyez que maintenant on a vu beaucoup de gens d'acceptation du Bitcoin, beaucoup de personnes qui vont faire le Bitcoin, mais maintenant on n'a pas vu l'argent institutionnel. L'argent institutionnel est de l'argent qui peut aller très loin. Imaginez-vous une personne qui emprunte 1 milliard, et avec ce milliard, elle prend quoi? Elle demande un margin de 4 to 1, donc 4 à 1. Donc 1 milliard, elle aura 4 milliards pour pouvoir opérer. Imaginez-vous 4 milliards de pression mise à la baisse sur le Bitcoin. On voit que c'est immense. Et ça, c'est un hedge fund. Et des hedge funds, il y en a combien? Et combien maintenant ont des prime brokers? Donc, ouais, imaginez-vous s'ils commencent tous à faire ça. Prenez 100 hedge funds qui viennent tous avec 4 milliards, bah, ça fait 400 milliards. Ils disent tous, bah, tiens, ça, on a pris ces 400 milliards-là, on va prendre ces dérivés. Et ces dérivés aussi viennent directement avec un levier où ça dépend du type de contrat qu'ils vont prendre. Et on va mettre de la pression, comme ils disent ici, betting against Bitcoin. Donc, c'est-à-dire, nous, on vient se positionner à la baisse. Donc imaginez-vous ce que c'est. Donc ils peuvent rabaisser le prix, l'emmener où ils veulent et à partir de ce moment-là, pouvoir le racheter bien plus bas. Donc oui, ils vont faire de l'argent et à la baisse et à la hausse. Et pour le moment, le grand public ne peut faire que de l'argent que acheter à 6 et revendre à 17 000 par exemple. Là, c'est la seule opportunité qu'ont les personnes, surtout aux États-Unis. Et la plupart des personnes ne connaissent pas le côté spéculatif, comme quoi on peut venir et prendre des short positions, donc faire des ventes à découvert. Et ça, c'est la chose que moi je fais. Donc voilà, c'est pour avoir la couverture. Donc nous, peu importe où aille le prix, que le prix est en haut, en bas, à gauche ou à droite, on est dedans et on va en profiter. Et ça, maintenant, eux vont rentrer dedans avec énormément d'argent. Donc maintenant, imaginez-vous ce qui va se passer déjà dès demain. Et les mouvements qu'on a vus, c'est des anticipations à cela, parce qu'on sait qu'il va y avoir d'énormes mouvements. Rappelez-vous, quand je vous en parlais dans les anciens crypto-rapports, la semaine passée, les semaines passées, il y a toujours monsieur Mike Novogratz qui vient et qui dit, lui c'est un hedge fund manager, donc lui il est là pour faire ça. Et il dit bien, il y a un énorme potentiel, il dit, il y a beaucoup d'argent qui est en train d'attendre on the sidelines, donc il y a beaucoup de personnes qui ont déjà du cash qui est prêt pour cela et ils attendent juste les bons produits pour pouvoir investir dedans. Donc, vous voyez que c'est un insider, il fait partie de Watch, donc il sait, il parle entre eux, donc ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, voilà, vous devez le savoir et ça arrive. Ok, donc ça c'est très 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 important. Donc tout ce que vous avez vu maintenant, pour ceux qui ne comprendraient pas ce qui est en train de se passer, c'est ça. Cette montée que vous avez vue là, terrible, c'est beaucoup de personnes qui sont en train d'anticiper. Donc ils veulent pousser le prix le plus haut possible afin maintenant après d'avoir quoi d'avoir un big short qu'ils sont en train de préparer. Donc là, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Bitcoin price making, on dit que le prix du Bitcoin est en train d'imiter la projection et la trajectoire du silver des années 70. Et là, c'est un trader très connu, donc on me dit un trader légendaire qui en parle, mais ça, vu que c'est très technique, on reviendra là-dessus demain. Donc si vous voulez voir plus là-dessus, je préparerai les graphes et comme ça, vous allez voir côte à côte le graphe du silver de quoi ils sont en train de parler et on va regarder le Bitcoin et on va faire les comparatifs de trajectoire comme ça vous verrez exactement de quoi on parle mais vu que c'est assez long c'est très technique donc ça ne manquez pas le Bitcoin Trading Time de demain dimanche. Ok, donc continuons maintenant, on va regarder toute une série de vidéos, enfin pas regarder, on va énoncer toute une série de vidéos. Rappelez-vous, je vous parlais du CBOE, rappelez-vous le CBOE va sortir son futur demain. CBOE c'est quoi? C'est le Chicago Board Option Exchange, donc c'est les options. Ils vont sortir leur futur du Bitcoin demain. Donc des options futures, donc des calls et des puts pour le Bitcoin demain, dimanche, le 10, ça va être fait. Et la CME, donc Chicago Mercantile Exchange, eux vont sortir leur contrat futur quand le 18. Ensuite, le Nasdaq viendra en Q1, donc premier trimestre 2018. Et rappelez-vous, on a vu au début, on a vu Tokyo Stock Exchange et d'autres exchanges. Donc, non, ça va être globalisé, ces dérivés et ces futurs. Et donc là, ça arrive. Donc là, vous avez le CEO lui-même du CBOE en direct de Chicago qui en parle. Donc, très, très, très important ça. Continuons maintenant. Qu'est-ce que l'on a ici? On a encore d'autres institutionnels qui sont en train de parler. Et là, maintenant, comme ils parlent, ce sont les traders qui parlent, ben quoi, ils parlent du Bitcoin, du Dow Jones, enfin du marché en général. Et là, c'est très, très, très important aussi, très intéressant vu qu'ils viennent avec des fondamentaux et tout ce qui peut se passer. Et lui, c'est un professeur d'université aussi, que si je ne me trompe pas, c'est un professeur d'économie, mais aussi qui est impliqué dans le marché financier. Et oui, et ce monsieur aussi investit et il traite lui-même. Et donc, il parle de tout ce qu'il y a, vu qu'il a mené pas mal d'investigations et des recherches très, très, très poussées au sujet du comportement du Bitcoin, ainsi de suite. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Rappelez-vous ce que je vous disais au début d'émission, lorsque je vous parlais de tout ce qui était... enfin non, c'était un message que j'avais renvoyé à Julien, lorsque je parlais de tout ce qui était la relation entre la rente fixe et la rente variable, ouais, les corrélations positives et négatives. Et là, ben voilà, il est en train de parler de pas mal de choses. Donc, on va dire que où va aller tout cet argent qu'il est en train d'attendre, ben, pour lui, le marché allait plus haut et le Bitcoin, ainsi de suite, tout ça va aller plus haut. Parce que maintenant, tout le monde est dans ce qu'on appelle dans l'euphorie de la rente variable, donc des actifs à risque et
les actifs, les safe haven et les actifs à rente fixe, là, ça ne les intéresse pas. Donc d'un côté, les safe haven, ce serait quoi? Ce serait l'or, et les fixed income, ce serait les bons dettes d'État et bons corporatifs. Bah, il n'y a pas d'argent dedans, ça baisse. Donc ouais, c'est ça. Donc maintenant, continuons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a ici? Ben, on va continuer toujours au niveau institutionnel et voir les futurs du Bitcoin qui arrivent. Et comme on dit, rappelez-vous ce qu'on a vu ici, les hedge funds qui sont prêts à vendre à découvert. Et ici, là, à Bloomberg, on en parle, c'est le next big short. Donc voilà qu'il peut y avoir beaucoup de pression mise. Et là, on voyait que le Bitcoin était en courant en dessous des 12 000. Alors imaginez-vous maintenant, au fur et à mesure que c'est en train de monter. Donc il y a un grand short qui se prépare. Ceux de Wall Street attendent avec beaucoup d'argent. Ils attendaient les bons produits, les contrats futurs, les dérivés. Donc voilà. Donc voilà, encore ici, là, ouais, encore, on reste encore ici à Bloomberg, et ouais, qu'on en parle. Et là, maintenant, c'est quoi? Bon, on est toujours en train de parler de quoi? Encore des institutionnels qui sont en train de parler de ça, de tout ce qui est betting on Bitcoin. Donc d'un côté, quoi, ouais, ils attendent cette chose-là, ils attendent de pied ferme. Et là, maintenant, ils vont avoir l'opportunité de venir et de pouvoir opérer dedans. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore vu tous les mouvements là, comme je vous dis. Je vous le disais, ça fait un bout de temps que je suis en train de parler de ça. Je vais vous parler de quand Bitcoin va arriver à Wall Street, ça va vraiment être la fête et il faut être prêt à pouvoir trader à la hausse et à la baisse. Et donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin d'éducation. Vous voyez, ça, c'est ce que je vous disais. Si vous ne comprenez pas, comme je l'ai dit au début de l'émission et que je dis tous les jours d'ailleurs, il y avait le trading, enfin le trading existait avant le Bitcoin. Donc vous devez comprendre comment était le trading avant, comment opèrent les gens de Wall Street. Wall Street, rappelez-vous, c'est généralisé, c'est tout le secteur financier, mais Wall Street c'est le plus connu du monde. Donc voilà, quand on parle de Wall Street, on parle de la finance en général, du trading et du monde des investissements en général. Mais maintenant, il faut comprendre comment les choses se passaient. Vous devez comprendre le mindset des opérateurs de Wall Street pour maintenant comprendre comment est-ce que eux vont rentrer dans Bitcoin, parce que c'est eux qui vont faire le marché. C'est eux qui vont être le marché aujourd'hui. Ok, donc comprenez-le. Donc c'est très 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 important de comprendre comment fonctionnent les JP, les Jamie Dimon avec les JP Morgan, les Goldman Sachs, les hedge funds, tout ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce qu'est le trading. Rappelez-vous, lorsque vous avez vu des personnages comme les Winklevoss, les Roger Ver et toutes ces personnes-là, ce sont toutes des personnes qui se sont éduquées financièrement. Ils comprennent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire et ce qui se passe. Et ils connaissent très bien les mécanismes et les concepts des marchés financiers. C'est très important. Donc la matrice financière, bah, pour tous ceux qui sont dans la formation Trading Wall Street, et ceux qui ne le sont pas, enfin ceux qui sont dans la formation savent de quoi je parle. Vous qui n'y êtes pas, allez sur www.jctune.com, il y a le PDF, téléchargez-le, regardez le programme et vous allez comprendre de quoi je parle. Et maintenant vous allez voir que maintenant que les grands players de Wall Street rentrent dedans, bah, vous allez comprendre que ah oui, c'est contre eux que vous allez jouer, c'est contre eux. Quand vous allez acheter, vendre vos cryptos, bah, ça va être contre eux maintenant. Donc si vous ne savez pas à quoi vous jouez, c'est David contre Goliath, mais dans ce cas-ci, David ne sort pas vainqueur ici. Ok, donc ça, il faut le comprendre. Donc maintenant, continuons. Encore d'autres, ouais, il y a une longue liste ici de vidéos comme vous allez voir, mais ce ne sont que des institutionnels parce que rappelez-vous, ce qu'on voit maintenant, eh ben, c'est eux qui vont venir. Vous n'allez voir que ça. Investors, 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 il n'y a que eux que vous allez voir maintenant qui vont être en train de rentrer parce qu'ils ont le produit. Ok, donc là encore ici, Veron et lui, il est reluctant to say Bitcoin is a bubble. Donc lui, ça c'est enfin, un autre investisseur que vous avez ici à l'écran qui pour lui, ben non, pour lui, il n'y a pas de bulle. Donc ouais, lui, sa spécialité c'est l'analyse technique. Et ouais, que là, comme il est là, ben, pour lui, ben non, lui, pour lui, ce n'est pas ça, mais ouais, vous devez comprendre, comme je l'ai dit, un actif qui monte plus de 1000% dans une année, on doit être là et on doit en profiter. Donc, continuons ici. Qu'est-ce qu'on a? Là, maintenant, on a encore d'autres investisseurs qui parlent de quoi? Du Bitcoin à 400 000. Donc, vous voyez que ça monte de plus en plus ici. Et donc, ça, c'est quelque chose de terrible. Donc, là, c'est un panel de discussion avec des investisseurs, des institutionnels qui parlent du Bitcoin à 400 000. Donc, vous voyez que là, waouh. Ouais, donc maintenant, vous avez déjà vu Bitcoin à 11 000, 12, 15, ainsi de suite. Non, là maintenant, on va à 400 000. Là, encore d'autres institutionnels, dont Hildebrand, qui dit que le Bitcoin est un signe d'exubérance. Donc, ouais, BlackRock, c'est pas n'importe quoi. BlackRock, c'est le plus grand asset management du monde. Et ils ont quoi? Ils ont 6 trilliards. Donc, vous entendez bien, 6 trilliards de dollars de AUM, donc Asset Under Management. Et là, ils parlent de Bitcoin. Donc, maintenant, ils vont avoir la possibilité aussi de pouvoir proposer ça à leurs clients. Et ils sont clients, donc ils utilisent comme prime broker, c'est JP Morgan. Donc voilà, ils bossent déjà ensemble, ils sont déjà en train d'utiliser le blockchain entre eux. Et là maintenant, ils vont avoir un nouveau produit. Donc là, voilà.
C'est terrible, donc là je vous laisse la vidéo, regardez là votre propre discrétion. Donc vous voyez qu'il s'en passe des choses et on doit être là. Et là maintenant on a qui? On a Alan Greenspan. Alan Greenspan, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était l'ancien chair de la Federal Reserve. Donc vous voyez que maintenant on a Madame Janet Yellen qui va laisser sa place à Monsieur Josh Powell. Avant Madame Janet Yellen, on avait Monsieur Ben Bernanke. Et avant Monsieur Ben Bernanke, il y avait des messieurs comme Alan Greenspan qui a occupé le poste, je pense, aux années 80, après Monsieur Volcker, si je ne m'abuse. Et voilà, donc Monsieur Volcker, c'était au niveau du président Reagan. Et ouais, c'était vraiment le début des années 80, donc le 80-82. Et on va dire que Monsieur Greenspan est arrivé lorsqu'il y avait Monsieur Bush père. Donc voilà, c'est depuis là qu'il était là. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui dans les marchés financiers, ben, c'est vraiment lui qui a mis tout ce mécanisme-là en place, notamment aux États-Unis. Et donc voilà, donc ça c'est un monsieur très très important. C'est, comme on dit, c'est un des piliers de l'économie qui a façonné l'économie nord-américaine. Et donc voilà, monsieur Greenspan, très important ce qu'il a à dire par rapport au Bitcoin. Et voilà. Maintenant, continuons à voir encore d'autres institutionnels. Et là, c'est une compagnie minière, donc le Newmont Mining. Et comme ils disent bien, ils gardent un œil sur le Bitcoin. Rappelez-vous, je vous ai montré la compagnie de monsieur Sebak, le NRH, la compagnie de Tel Aviv qui est listée, qui est une de ces compagnies qui est listée, la compagnie Gold Money qui est listée au Toronto Stock Exchange, mais qui, sa maison mère est basée à Tel Aviv, qui est en train, vous avez vu le graphique, comment c'est monté fortement en dessous de 100 dollars pour atteindre les 4000, et tout ça en profitant du Bitcoin. Ouais, une autre compagnie minière qui, elle, maintenant se dit quoi, bah tiens, nous aussi, on pourrait commencer à faire pareil, et donc voilà. Donc très important de regarder cela, et maintenant on continue. Maintenant, on va voir un exchange super connu, Coinbase CEO. Et vous savez que Coinbase, maintenant, rappelez-vous, je vais donner une news qui disait que Coinbase était l'application la plus téléchargée de la Apple Store. Et là, c'est le CEO lui-même qui est en train de parler de ça. Et donc, il parle des Bitcoin Futures, IRS, donc c'est le fisc nord-américain et cette montée des cryptos. Et là, vous avez le CEO à l'écran. Donc voilà, il vient donner son avis sur tout ça. Et bien sûr aussi, ben, avec la montée des prix, sa plateforme a été, je ne vais pas dire victime de hack, mais il y a des clients qui ont été mécontents. Pourquoi? Ben, voilà, les serveurs ont explosé. Donc, très intéressant de voir aussi ce que ce monsieur a raconté. Continuons maintenant avec les institutionnels. Maintenant, c'est le CEO d'une banque, si je ne me trompe pas, oui, c'est la RBS. Donc, c'est une grande RBS PLC, une très grosse banque anglaise du style de Barclays, l'équivalent de JP Morgan et des Goldman Sachs, mais maintenant depuis la City of London. Et là maintenant, bah, voilà, il parle de Bitcoin et pour lui c'est quoi? Irrationnel. Donc rappelez-vous, on avait vu, c'est déjà ce mot-là, exubérance et irrationnel, ça c'est le chairman et qui est en train de parler du Bitcoin. Voilà, le Bitcoin était à 15 000, l'autre Bitcoin était à moins de 12 000 et ici à moins de 15 000. Donc imaginez-vous, plus ça va commencer à monter. Donc vous voyez que tout le monde vient, vous voyez que les institutionnels sont tous là en train de dire ce qu'ils pensent et c'est très important de voir ce qu'ils sont en train d'en penser eux. Ok, mais ouais, que leur discours va toujours se répéter. Ça va être Bitcoin, blablabla, blablabla, bulle ou pas bulle, ou spéculatif. Mais d'un autre côté, tous sont d'accord sur une chose, le blockchain, super bon. Et là maintenant, bon, on continue, on va encore ici. Bitcoin est clairement, c'est clairement une bulle. Et donc là, voilà, là, c'est quand c'était arrivé à 15 000. Donc vous voyez, même dans Fox Business, on est en train d'en parler. Donc vous voyez, là, il y a énormément de personnes qui en parlent et encore d'autres analyses. D'autres analyses, vous voyez, c'est Bellpoint, donc un stratégiste ici. Et là, c'est quoi? Ben, c'est, comme vous pouvez le voir, encore des institutionnels qui sont en train d'en parler. Ok, donc là maintenant on va laisser un peu les vidéos et on va aller un peu aux articles. Et voilà, ma star de mes articles, après Monsieur Jimmy Dimon, c'est Monsieur Mike Novogratz de Galaxy Partners, ici, Investment Partners, et qui, vous le savez bien, c'est un trader macro, donc un trader légendaire là, de Wall Street, hedge fund manager. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il parle un peu de tout ce qui se passe au niveau de la régulation et ainsi de suite. Et comme il dit que les gouvernements ne vont pas être, enfin, ne seront pas capables de museler le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin est une bête trop sauvage, on ne va pas pouvoir le dompter. Et donc là, il amène un peu ces idées. Donc, ouais, un article très très intéressant. Continue encore avec d'autres investisseurs. Donc, vous connaissez bien ce venture capitaliste très connu, Monsieur Mark Cuban, qui est un des propriétaires des Dallas Mavericks pour les amateurs de basket. Et là, maintenant, bah, lui aussi est en train de parler de Bitcoin. Au départ, il n'aimait pas les cryptos, il en parlait mal. Après, il a commencé à investir dedans. Et ben voilà. Et pour lui, il dit que les contrats futurs, donc les dérivés sur le Bitcoin, sont une bonne chose. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il va pouvoir faire des ventes à découvert. Donc, c'est très important pour eux. Donc, lisez l'article, vous allez voir ce que pensent les investisseurs réellement.
ceux qui ont du big money, ceux qui sont en train d'en penser. Donc, vous voyez que c'est très important. Là, maintenant, on continue. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous voyez qu'il y a encore pas mal de personnes. Là, maintenant, c'est quoi? C'est les régulateurs et donc les autorités des marchés financiers depuis Israël. Et pour eux, c'est quoi? Ben, Bitcoin ressemble à une bulle. Mais et quoi? Pour eux, les ICOs, ils voient ça très bien. Pourquoi? Parce que c'est une manière de lever des fonds. Il peut y avoir quelque chose, bien sûr, sous leur contrôle et bien sûr avec leur régulation. Donc, vous voyez qu'à travers le monde, les institutions, banques centrales, ainsi de suite, voient tout ça d'un bon oeil. Maintenant, on va un peu, on reste dans le côté banque centrale. Et vous voyez maintenant qu'en Indonésie, on ne savait pas s'ils étaient pour ou contre. Ils étaient quand même plus du côté contre. Et maintenant, bah, ils ont décidé de venir avec un plan pour complètement bannir le Bitcoin en 2018. Et là, ils expliquent le pourquoi et le comment. Ok, donc continuons ici. On a encore d'autres articles. Là maintenant on revient un peu avec des vidéos et là maintenant qu'est-ce qu'on voit? On voit le Algebri CEO qui est en train de parler par rapport à ça et dit que lui ce serait une fraude, donc un schéma de Ponzi, donc un Ponzi scheme, donc une fraude et il est réellement en train d'en parler et il défend sa thèse. Donc vous voyez que les banquiers, certains sont pour, d'autres sont contre et là vous en avez encore d'autres, Jim Rickards, Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse, encore Monsieur Novogratz et Jim Rickards et encore ouais, le même monsieur qui en parle. Et donc là, il parle des banques centrales européennes, ainsi de suite. Et donc là, voilà, que c'est pas mal de choses. On voit que ça continue. Maintenant, on va en Angleterre et maintenant en Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le ministre des Finances qui sont en train d'en parler. Et maintenant, ils veulent venir avec quoi? Avec un plan de régulation du Bitcoin. Donc, vous voyez que là, c'est trop important pour qu'on n'en parle pas. Donc, vous voyez que tout le monde est là en train d'en parler. Donc, vous voyez qu'ici, le ministère des Finances en Grande-Bretagne veut réguler le Bitcoin. Maintenant, on vient ici sur la péninsule ibérique. On va en Espagne, on va à Gibraltar. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le CEO du Stock Exchange de Gibraltar. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il est en train de parler de l'implémentation du blockchain. Rappelez-vous, en début d'émission, je vous parlais du ASX, donc de l'Australian Stock Exchange en Australie, qui va utiliser le blockchain pour son post-trading clearance et pour son système. Ils vont employer la compagnie de Madame euh, Blight Masters ex JP Morgan qui maintenant est CEO de Digital Assets et là maintenant vous voyez que ça le blockchain pour tout ce qui est bourse c'est excellent et ici pour la bourse de Gibraltar ben voilà ils sont en train de parler de blockchain donc vous voyez que c'est très important. Rappelez-vous on a vu le côté Bitcoin la bagarre qui a les bons et les mauvais mais blockchain tout le monde est d'accord et réellement il y a une adoption très forte au niveau du blockchain. Maintenant continuons encore avec les institutionnels et on va maintenant dans quoi? Et maintenant là c'est pour revenir un peu en arrière. Quand le Bitcoin avait atteint les 11 000, il y avait déjà un autre hedge fund manager, M. Ken Griffin, est venu et a fait partie de ce qu'on appelle maintenant, enfin, il s'est joint à la Bubble Brigade, donc la BB comme ils appellent. Et dans la Bubble Brigade, vous avez qui à la tête de la Bubble Brigade, donc de la brigade de la bulle, vous avez M. Jimmy Dimond avec son fameux commentaire sur le Bitcoin. Et donc voilà, donc vous voyez que là, si déjà avec le Bitcoin à 11 000, il s'est joint à la brigade, alors maintenant, lorsqu'on a vu le Bitcoin à 17 000, allez savoir ce qu'il a fait. Donc, ouais, c'est bien de voir ce contraste entre pour, contre, mais une chose sur laquelle tout le monde est unanime, c'est le blockchain. Donc, très intéressant cela aussi. Donc, continuons ici. Qu'est-ce qu'on a? Encore d'autres institutionnels et qu'est-ce qu'ils en pensent? Là maintenant, bah voilà, là ils sont en train de penser, bon là c'est un monsieur à Los Angeles, donc je pense que c'est un venture capitalist si je me souviens bien. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a là? On est en train de parler réellement non, c'est un centre de recherche, pardon. Et là, maintenant, bah, ils sont en train de parler bah, de la nature du Bitcoin et qu'est-ce qui peut se passer. Et maintenant, voilà, comment est-ce que cela va pouvoir être là et impacter Silicon Valley et pas mal de choses. Et ouais, c'est toujours le pour et le contre. Et voilà, avec les contrats futurs qui viennent d'arriver, ben, comment est-ce que vont être positionnés les investisseurs institutionnels. Et donc, voilà. Et là, maintenant, ici, on parle de la régulation aux États-Unis et la régulation aux États-Unis va être forte au sujet du Bitcoin. Pourquoi? Là, comme vous pouvez le voir, ben, bien sûr, comme ils disent ici, ben, eux, ils veulent sauvegarder les investisseurs et sauvegarder le client, le consommateur. Et donc, voilà, on doit les mettre en garde ils feront ce qu'ils font pour réguler le Bitcoin par rapport à ça. Et ça, c'est la Big Apple, donc ça, c'est à New York. Et là, bien sûr, ben, les régulateurs ACC, ainsi de suite, ils sont dessus. Donc, vous voyez que M. Gary Cohn, qu'on a vu à la Maison Blanche, il a bien dit qu'ils doivent commencer à faire quelque chose. Rappelez-vous, on a vu Coinbase, on a vu le IRS, donc qui est l'équivalent du fisc aux États-Unis. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver et le tout doit être régulé. Donc là, maintenant, vous voyez, on va rester encore avec la même vidéo. Enfin, une vidéo qui est là pour nous expliquer cela. Donc, le CFTC, qui est une entité très importante aux États-Unis, qui est là pour aider les consommateurs, qui travaille avec le SEC, qui travaille avec, comment dirais-je, le fisc. Et là, c'est un des régulateurs lui-même.
de la SEC. Ce monsieur est un ancien Wall Street aussi, un ancien trader, ainsi de suite et tout ça. Donc il sait très bien de quoi il parle. Et là maintenant, on est venu lui poser des questions au sujet de quelle est la position de la CFTC au sujet du Bitcoin. Donc ouais, qui sont vraiment là en train de préparer la régulation du Bitcoin. Donc ouais, c'est très très intéressant, très important. Et maintenant on va rester dans ce côté régulation. Et qu'est-ce que l'on a? On a le gouvernement US. Rappelez-vous, on a vu monsieur Gary Cohn, ainsi de suite. Et là maintenant, il y a aussi une protection de l'utilisateur, du consommateur. Et bien sûr, c'est quoi? Ce sont les fraudes ICO. Et là, le gouvernement est derrière. Et maintenant, donc, il va commencer. Et donc, le gouvernement vient de mettre sur pied une nouvelle unité, donc la Cyber Unit, qui va toujours être là. Pourquoi? Pour s'occuper spécialement des ICO. Et donc là, ouais, que c'est très, très, très important là. Donc, ouais, que c'est le gouvernement avec le SEC qui sont joints pour pouvoir travailler dessus. Parce que, rappelez-vous, au plus un actif fait le buzz, au plus cet actif il monte, au plus il y aura de la fraude et au plus il y aura des problèmes. Ouais, fraude aux exchanges, fraude aux wallets et ainsi de suite. Rappelez-vous le cas qu'il y avait eu en Turquie, une personne qui s'était fait kidnapper pour ses bitcoins. Donc voilà, ça va continuer à monter. Et maintenant, voilà, vu qu'on a tout online, et c'est l'endroit le plus simple, vu que maintenant, physiquement, vous n'êtes pas attaqué, mais les hackers et les fraudeurs et les voleurs peuvent être loin de vous, mais extraire un maximum de votre richesse en ayant accès à toutes vos données qui sont déjà en ligne. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de risques et donc ça urge de faire réellement quelque chose. Là maintenant on va à Wall Street, c'est l'édifice de Wall Street, c'est au New York Stock Exchange. Et là maintenant les propriétaires du New York Stock Exchange, pour eux, ils disent que pour le moment ils vont pas, ils ne sont pas pressés d'aller vers le Bitcoin. Donc ouais, ils vont attendre quoi? L'article en gros il parle, ils vont attendre comment ça va se positionner. Donc on va les voir eux intervenir dans le second semestre 2018. Pourquoi? Parce qu'ils vont laisser, rappelez-vous, le CBOE, son futur, demain. La semaine prochaine, CME. Premier trimestre 2018, ce sera le Nasdaq. Ils vont voir aussi ce qui va se passer aussi du côté de Tokyo. Et eux, après, ils viendront et ils prendront position. Ils vont voir comment va se passer le trading, comment est-ce que le tout va être fait. Et ensuite, ils vont être là à réagir. Donc, aussi prévenir avec un produit, lequel on ne sait pas, mais on verra. Donc, voilà, ouais, que Wall Street aussi est là. On reste là, et là, rappelez-vous, on a vu la SEC, donc l'autorité des marchés financiers là-bas, et là, ils sont là, et il y a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, lors d'une réunion à la SEC, il y a eu, ils ont fait appel à un expert Bitcoin, blockchain, et ainsi de suite, enfin, un expert blockchain qui est venu leur expliquer ce qu'était le Bitcoin, afin de comprendre la nature de la bête et voir comment est-ce qu'il pouvait venir avec pas mal de régulations par rapport à ça. Et un des membres de la SEC, comme vous voyez ici, il y a eu un assaut verbal vis-à-vis d'un expert blockchain et Bitcoin. Et là, ça s'est passé très 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 mal. Donc vous voyez que même là, il commence à avoir des contingents et on commence à en venir pas aux mains, mais les mots, la tension monte. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et c'est marrant. Ce que vous voyez souvent des disputes au Congrès ou au Parlement, là maintenant, vous voyez que le blockchain, ça a même fait que des personnes d'un certain rang, qui doivent avoir un certain respect, qui doivent traiter des choses importantes, s'en prennent. Il y a des prises de bec entre eux, tout ça à cause de quoi? Du Bitcoin. Donc vous voyez que voilà ce que le Bitcoin est en train de faire. Et là, oui, que ça continue encore. Et si on reste là-bas, et là, rappelez-vous, comme je disais, au plus il y aura une montée du Bitcoin, au plus il y aura quoi? Des scams. Scams sont des fraudes au sujet de quoi? Des ICO. Et c'était quoi? La coin en général, enfin en particulier dans ce cas-ci, c'était Plex Coin. Donc voilà, ça continue. Maintenant, on va aller voir un peu pas mal de vidéos. Qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, non, celle-ci, on l'avait déjà vue. De Algibris, on avait déjà vu celle-là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là ici il y a un petit survey, donc rapidement on a fait le tour des universités nord-américaines pour savoir qu'est-ce qu'en pensait la jeunesse nord-américaine, que pense-t-il du Bitcoin, ainsi de suite. Donc vous voyez que là, bon voilà, c'est une université en particulier qu'ils ont choisi et c'est intéressant de voir de manière organique ce que la jeunesse nord-américaine pensait du Bitcoin. Rappelez-vous, on a vu un article qui disait que ce sont les Sud-Coréens qui sont le plus aware au niveau du Bitcoin mais qui en savent le moins au sujet du blockchain. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de volume de trading. Premièrement, au Japon, numéro 2 États-Unis, numéro 3 en Corée du Sud. Donc oui, c'est très intéressant de voir comment est la jeunesse dans ces pays-là. Et au niveau démographique et social, voir l'acceptation et la popularité des bitcoins. Ok, là maintenant, on continue. Enfin, du Bitcoin et des altcoins. Là, maintenant, on voit, c'est un journaliste du Wall Street Journal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire une journée. Il a voulu tester la volatilité du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter durant toute la journée. Il allait dans les distributeurs ATM, donc des automates, des distributeurs de billets, pour pouvoir acheter directement du Bitcoin et voir réellement, avec la volatilité, voir à différents moments de la journée, comment dirais-je, lorsqu'il allait faire ses achats pour acheter, pour acquérir des bitcoins, voir un peu
les fluctuations de prix qu'il allait avoir. Et bon, je vous dis déjà, il a fini la journée avec un gain, mais dû aux commissions, ainsi de suite, ça a été baissé. Donc il avait 50 dollars et il est allé acheter dans 5 endroits différents de la ville, donc 10 dollars ici, 10 dollars là, 10 dollars là. Et en fin de journée, ben, il a eu bien plus que ce qu'il avait, comment dirais-je, il a gagné, je crois, une histoire de 55 dollars, enfin, il a gagné une histoire de 5 ou 6 dollars, moins ce qu'il y avait au niveau des commissions. Donc, ouais, que la fluctuation de prix, conclusion, c'est quoi? Ben, fluctuation de prix fait que ça va être quand même un peu difficile de pouvoir vivre avec, surtout si ça va vers le haut, tant mieux, mais si ça va vers le bas, compliqué. Rappelez-vous l'article que je vous ai montré, qu'à Singapour, il y a une dispute pour 36 millions et enfin, l'équivalent de 36 millions de dollars en Bitcoin et on ne sait pas comment gérer l'affaire. Pourquoi? Parce que le prix fluctue. Donc ouais, on ne sait pas exactement comment trancher et quelle va être la sentence. Donc voilà. Maintenant on continue. Et qu'est-ce que l'on a ici? On reste encore avec ce qui est en train de se passer. On parle des cryptos, des options et ainsi de suite. Et le problème qu'il y avait eu au Venezuela. Rappelez-vous qu'au Venezuela, M. Maduro, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est venu avec quoi? Il veut créer une crypto qui va être backée par principalement les matières premières qui sont dans le pays. Numéro un, vous savez, le Venezuela a beaucoup de pétrole. Donc par le pétrole, par l'or et par le diamant. Et donc voilà ce qu'il va faire. Donc là maintenant, on parle un peu de, vous voyez ici, des institutionnels qui vont commencer à parler de cela pour voir ce qui va se passer ici. Ok, ce qui va se passer là-bas. Donc là, vous voyez ici, vous en avez l'article qui explique réellement ce qu'ils sont en train de faire. Et leur crypto va s'appeler le Petro. Et donc là, voilà. Donc là, on en parle. Et vous avez avec ça encore une autre vidéo qui parle de ça pour montrer encore d'autres. Enfin, là maintenant, on en parle un peu au niveau de CNBC. Donc on va dire pour valider un peu l'histoire et expliquer un peu tout ce qui va être. Donc vous voyez qu'il y aura du pétrole, du gaz, du diamant et de l'or pour baquer cette monnaie qui va s'appeler le Petro. Maintenant, on continue et on va rester avec les institutionnels. Et là, une autre institution, c'est quoi? C'est le fondateur de NIO, donc de la coin NIO, qui parle du Bitcoin. Et pour lui, il dit, bah oui, bah, le Bitcoin est dans une bulle. Et ben quoi? Donc, ouais, tout simplement, ouais, avec toute cette rhétorique que l'on a, toute cette criée, tout ce qui est en train de se passer, Bitcoin ceci, Bitcoin cela, au niveau des institutionnels, ben, pour lui, il dit, bah quoi? Bah ouais, c'est pas la première bulle qu'on a eue, ce sera pas la dernière. Et ouais, que bah, pour nous, traders, spéculateurs, bulle ou pas bulle, on fait des gains. Donc on exprime tout le jus que l'on peut exprimer. Donc ouais, que, voilà, c'est pas mal d'entendre ce que les gens en pensent. Et là, encore une fois, encore d'autres institutionnels, d'autres pays, d'autres personnes qui sont là, qui sont en train d'en parler, et d'autres compagnies. Et ici, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'ils parlent de cryptocurrency, enfin de crypto et de dividendes. Donc là, oui, c'est pas mal. Donc oui, il y a pas mal de personnes qui viennent amener des thèses et qui viennent proposer des choses qui sont intéressantes. Et donc là, voilà, je vous invite à écouter cela. C'est très 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 bien. Maintenant, on va aller à on a vu ça déjà la semaine passée, mais là, voilà, on remet ça. Ben, la top app numéro un sur Apple Store, ben, c'est Coinbase, donc le broker. Et là, number one. Et maintenant, on va rester avec Apple. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant Apple Cash, donc Apple Pay Cash. Maintenant, comme vous voyez, ça vous permettait de faire pas mal de paiements, mais on en parle pourquoi? Parce que maintenant, ils vont commencer à développer aussi le côté Bitcoin. Et ça, c'est pourquoi? Bah, c'est pour faire de la compétition à Square. Rappelez-vous, je vous parlais de Square dans le Bitcoin Trading Time du dimanche passé, qui était cette application pour les vendeurs qui leur permettait d'accepter des paiements en Bitcoin, ainsi de suite. Et rappelez-vous, je vous ai montré la relation, la corrélation positive entre la montée du Bitcoin et la montée de l'action de Square, qui est une compagnie qui cotise au New York Stock Exchange. Et maintenant, Apple aussi veut rentrer là-dedans. Donc, vous voyez que voilà, même le géant Apple rentre dedans. Donc, vous voyez que si on a une corrélation avec le Bitcoin et que Apple aussi fait la même chose. Donc rappelez-vous, je vous ai dit ça, Apple est très connu, ils ont des iPhones, ils ont déjà les dispositifs. Donc imaginez-vous comment est-ce que cela peut aussi être là, être très 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 bon. Et on peut voir aussi les prix monter à la hausse. Et ici à l'écran, maintenant, vous avez qui? Vous avez Madame Lynette Zeng, qui est un ancien stockbroker, donc une ancienne de Wall Street, qui maintenant travaille dans l'or. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Ici, elle est en train de nous parler un peu de la fonction du Bitcoin, mais elle a vraiment fait un travail très fondamental, mais très 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 intéressant, très pertinent, et c'est super bon à voir et voir ce qu'elle est en train de parler et de démontrer ici. Et donc là, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est un petit 15 minutes, je pense, hein, mais c'est très intéressant. Et ça, ce sont des séries qu'elle va commencer à faire pour nous montrer réellement la fonction du Bitcoin et au niveau de quoi? De insider trading. Donc ouais, c'est très 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 intéressant et très important de regarder cela parce qu'on voilà, on oublie de regarder réellement ce qu'il y a derrière. Parfois, ouais, on ne sait pas pourquoi est-ce que ça monte ou ça descend, mais vous devez vraiment avoir une vue d'ensemble et là, son travail est justement tout simplement excellent. Ok, donc maintenant, continuons. Et qu'est-ce que nous avons ici encore? Bah, ici, nous avons encore quoi? Vous avez que dû à la montée du Bitcoin,
Pour certains, c'est du pain béni, mais pour d'autres, c'est game over comme Steam, maintenant qui dit qu'il ne va plus accepter le Bitcoin. Pourquoi? Dû à le high fees, donc c'est-à-dire que les commissions sont très importantes pour le Bitcoin, enfin de plus en plus coûteuses, et surtout quoi? La volatilité. Vous voyez que lorsqu'il y a de la volatilité, c'est très compliqué de pouvoir fixer un prix. Rappelez-vous ce qu'on a vu, l'article que je vous ai donné il y a quelques instants au sujet du litige à Singapour pour les 36 millions, comment on fait, de la volatilité. Imaginez-vous si ça continue à monter, ça va être plus. Donc vous voyez que là, c'est difficile. Et là, vous avez un service qui dit non, on ne va plus l'utiliser. Donc maintenant, on va à Saxo Bank, qui est un broker, donc un prime broker principalement de dérivés pour des institutionnels et des clients ayant un certain capital. Il faut plus de 100 000 pour aller opérer chez eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, que le Bitcoin va atteindre 60 000 dollars avant de tomber à 1000 dollars, et le tout en 2018. Donc ça, c'est leur prédiction. Donc c'est une prédiction qui a fortement fait le buzz. Et donc voilà, donc ouais, même j'avais oublié ce broker, et dès que j'ai vu cette news, ça m'a rappelé ça. Donc vous voyez que les avis divergent fortement au niveau des institutionnels, pour, contre, bulle, pas bulle, si, spéculation, si, ça, mais boum, eux, ils ont été très forts. Eux, d'autres 400 000, d'autres 1 million, eux, directement 60 000, et ça va tomber à 1000. Donc voilà, et rappelez-vous, la semaine passée, je vous parlais de monsieur de Vanguard, le fondateur de Vanguard, et il lui disait que vous reviendrez me parler lorsque le Bitcoin sera à 100 dollars. Donc ouais, que lui, il donne ça, et enfin, ses prédictions de prix sont encore bien plus basses pour le Bitcoin. Ok. Et là maintenant, on retourne à Wall Street, une autre institution, la banque Revolt, qui est en train, c'est cette banque en ligne qui est en train de, comment dirais-je, ah non, j'ai confondu avec la banque Revolut, c'était Revolut. Là maintenant, c'est Wall Street Banks qui sont en train de se révolter contre les contrats futurs du Bitcoin. Quelques banques, pas toutes, je dis bien quelques banques, pas toutes, qui sont en train de venir, et de quoi, comment dirais-je, d'avoir un mouvement, comment dirais-je, contre le lancement des contrats futurs du Bitcoin. Voilà, pourquoi, vous allez voir. Donc vous voyez que même là, il y a des personnes qui sont pour et qui sont contre. Rappelez-vous qu'il y avait aussi une lettre du fondateur de Interactive Brokers, qui avait écrit une lettre pour dire qu'il ne fallait pas lancer et lister les contrats futurs et ne pas mélanger le Bitcoin avec le reste des classes d'actifs, et que ça ne devrait pas être traité et prise en compte au même endroit que le reste de la bourse, parce qu'il disait que c'était un élément qui pourrait causer des problèmes sérieux à l'économie. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Donc là, ça continue, et donc voilà qu'à Wall Street encore, on continue à voir cela. Maintenant, quoi ici? Maintenant, là, rappelez-vous, ça faisait un bout de temps que je vous parlais de Goldman Sachs, que je vous montrais les analyses que faisaient leurs analystes techniques. Et il y avait des vidéos, rappelez-vous, la semaine passée, je vous ai montré une vidéo avec Michael Bloomberg, et aux côtés de Lloyd Blankfein, qui est le CEO de Goldman Sachs. Et ici, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Oui, que Goldman Sachs va trader les futurs pour les clients. Donc là, Goldman Sachs, rappelez-vous, c'est un prime broker pour des gros hedge funds, pour des gros clients institutionnels. Et oui, maintenant, c'est enfin fait et c'est dit, ils vont rentrer, mais ils disent bien quoi? Ils vont le trader pour les clients. Rappelez-vous que Goldman Sachs trade aussi. Juste pour la petite histoire, la plus grosse part des revenus de Goldman Sachs vient du trading. Au sein de Goldman Sachs, il y a un hedge fund, et ce hedge fund est situé à Londres, à la City, et une des activités principales de Goldman Sachs, et il y en a deux. Numéro un, le gros de leur argent vient des activités de trading. Ils sont très bons dans le trade, très 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 bons dans le trade, ils font des pourcentages énormes. Et numéro 2, c'est d'être un prime broker pour des gros clients institutionnels, c'est-à-dire pour des venture capitalistes, pour d'autres institutions, donc des hedge funds, des mutual funds, tout ce que vous voulez, et donner aussi de la recherche, et ainsi de suite, et tout ça. Ok, mais bon, là, le thème de la recherche, il faut le revoir avec le MIFID 2 qui va arriver là dans peu de temps. Et qu'est-ce qu'il y a principalement? Maintenant, ils vont trader, donc ils vont jouer leur rôle de broker et trader ça pour leurs clients, pas pour eux. Maintenant, rappelez-vous que dans la vidéo que je vous montrais, on a toujours demandé à monsieur Lloyd Blankfein quand est-ce que Goldman Sachs eux-mêmes allaient trader le Bitcoin pour eux. Et là, il disait pas encore. Donc, ouais, que maintenant qu'on va avoir les contrats futurs, ça va être le moment pour eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont toujours le risque en tête. Et qui dit risque dit je dois pouvoir prendre des sell short, donc prendre des positions baissières. Rappelez-vous, la seule chose que l'on peut faire, nous, c'est acheter bas, vendre haut. Et maintenant, on va pouvoir prendre des positions contraires, c'est-à-dire vendre haut et racheter plus bas. Donc faire des ventes à découvert, et là les futurs vont nous permettre de faire cela. Ok, donc là vous voyez Goldman Sachs qui oui maintenant commence, donc premier pas dans le trade, mais le trade est pour leurs clients. Et là maintenant on continue,
Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On va à l'exchange GDAX. Et là, maintenant, vous avez vu que le GDAX ici, il y a eu quoi? Il y a eu un glitch et un flash crash. On a vu quoi? Le prix est monté à 19 000 rapidement, comme ça, sans savoir ce qui se passe, pour aucune raison. Donc, vous voyez que là, ce sont des glitches, ce sont des choses qui peuvent se passer ici. Donc, tout d'un coup, boum, on a vu le prix toucher cela. Et puis après, boum, le prix s'est rabaissé fortement. Et donc, vous voyez qu'il y a eu énormément de problèmes. Donc, vous voyez ici des captures écran. Donc, vous voyez ici ce spike ici, là, qui atteint pratiquement les 20 000. Donc, c'était au-dessus et c'est revenu en dessous. Et ça s'est fortement rabaissé. Donc, rappelez-vous que la moyenne que vous voyez du prix du Bitcoin, c'est le prix, c'est la moyenne du prix où, enfin, vous prenez tous les exchanges, chaque exchange peut avoir un prix, donc 19 000 ici, 17 000 là, 16 000 là, 17 500, 18 000 là, et la moyenne de tous ces prix, ça nous fait le prix auquel est le Bitcoin là maintenant, ok? Mais, ah non, ici on ne donne pas le prix, c'est dans l'autre, dans l'autre, mais chaque exchange peut avoir des fluctuations de prix différentes, donc ça dépend où vous l'achetez. Et ici sur GDAX, ben voilà ce qui s'est passé. Donc il y a une capture écran ici, donc vous voyez ce spike est directement boom à retourner à la baisse. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et donc là, vous voyez que lorsqu'il y a énormément de volatilité, que le prix monte fortement, donc voilà, ce genre de choses là peuvent arriver. Et vous voyez que rappelez-vous aussi, comme je vous l'ai montré, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes, de clients n'ont pas pu profiter de ce type d'opération. Moi, je vous dis que nous-mêmes ici à Madrid, moi personnellement, j'ai eu ouais, quelques-uns de mes clients, bah, on a eu, comment dirais-je, le trading qui avait été suspendu, les exchanges, enfin nous, c'est des brokers CFDs, donc des brokers dérivés qui ont changé les politiques de trade par rapport à cela et tout ça. Donc voilà, donc comme je dis, si vous êtes là dans une activité de trading, donc achat et vente très, on va dire au niveau day trading et très dynamique, ça, il faut faire attention lorsqu'il y a des forts pics, des montées fortes de volatilité comme ça. Donc, vous voyez que c'est toujours mieux d'avoir ça. Donc, si vous voulez faire du long terme, donc achetez dans votre wallet et boum, et c'est là, et c'est fait. Et ce n'est pas dans comment dire, un exchange. Et rappelez-vous, si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez cacher ça, enfin, quand je dis cacher ça, donc convertir votre crypto en fiat, j'ai fait une vidéo que j'ai en archive dans le canal et vous recherchez cette vidéo. Et là, je parle des exchanges, je parle moi-même dans la vidéo, je montre moi personnellement ce que j'utilise. C'est-à-dire, j'ai un wallet, donc j'ai un wallet avec blockchain, et du wallet blockchain, il y a directement un autre wallet que j'ai avec Wirex, et je fais juste un envoi de mon wallet blockchain vers mon wallet Wirex, et mon wallet Wirex me donne accès à une carte. Donc j'ai des cartes, j'ai une carte de débit physique où je peux aller au distributeur et sortir mes bitcoins, et j'ai des cartes virtuelles. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que je passe de mon blockchain wallet, je l'envoie vers mon Wirex wallet, et de là, bah, où je mets de l'argent sur la carte physique, ou je mets de l'argent sur la carte virtuelle, et voilà comment je convertis. Je ne fais pas de trade avec le bitcoin et l'ethereum, ça je ne le fais pas, j'utilise juste ça et j'envoie de l'un à l'autre. C'est ce que je faisais quand j'avais beaucoup d'argent mis là-dedans. Maintenant, j'ai réduit mon exposition là-dessus et je suis bien plus mis directement dans tout ce qui est dérivé. Pourquoi? Parce que là, j'ai directement mon compte qui est basé en fiat, donc en euros ou en dollars. Et de là, ben, je peux directement retirer, envoyer l'argent vers mon PayPal, ou directement remis sur ma carte, ou directement sur un de mes comptes bancaires. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, tu n'ai pas cette exposition au niveau des exchanges. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un manque de confiance vis-à-vis des exchanges, comme j'ai aussi un manque de confiance, je n'ai pas du tout confiance aux exchanges, et je n'ai pas du tout confiance en compte de trading broker. Voilà pourquoi est-ce que j'en ai différents. Comme ça, je mets de l'argent là, là, là et là, tout simplement. Ouais, et moi, ce que je n'ai pas en main physiquement, bah, c'est pas à moi. C'est comme si, imaginez-vous, vous avez votre téléphone, votre smartphone, mais vous le laissez dans la poche d'un autre individu qui vous dit: oh non, t'inquiète pas, je te le garde, et lorsque tu as un appel, je te le donne. Bah, qu'est-ce qui se passe maintenant le jour où cet individu n'est pas là et que vous avez des appels, et donc vous n'aurez pas de votre téléphone? On voit que c'est un peu bizarre comme analogie, mais bon, faites-vous une idée, donc c'est ça. Donc moi, je veux un truc que moi j'ai en main et je ne l'ai pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a les gold bugs qui aiment bien l'or, parce que l'or, ils l'ont eux dans leur propre, ouais, ils l'ont dans leurs mains, ils peuvent le toucher, le caresser, voilà, c'est à moi, il est là. Donc voilà, donc c'est ça. Donc soyez vigilants, tout ça pour dire, soyez vigilants lorsque vous êtes en train d'opérer, trader, investir, tout ce que vous voulez, parce que voilà, avec tous les hacks, tout ce qui se passe, tiens, demain je vais revenir là-dessus quand on va faire le Bitcoin Trading Time, tout ce qu'on a vu en train de monter, tout ce qu'on a vu là, au niveau des fraudes, eh ben, on va en parler ici. Et là maintenant on va terminer ici avec trois dernières vidéos, enfin les quatre dernières vidéos. Et là maintenant on continue. Donc rappelez-vous, maintenant on a l'arrivée des Bitcoin futurs, donc des dérivés à Wall Street. Donc ici à Bloomberg, on est en train, une petite table ronde ici où ils sont en train d'en parler. Ben, maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque les Bitcoins vont arriver?
Et donc là, voilà, c'est quelque chose de pas mal vu que voilà, demain, ça va arriver. Donc lundi, les sessions de trading de lundi de Wall Street et partout dans le monde, comment ça va ouvrir. Et là, maintenant encore, les exchanges ici, on parle encore des exchanges. Rappelez-vous les problèmes qu'il y a eu au niveau des exchanges et ainsi de suite. Et là, maintenant, on va vraiment regarder, donc close look, donc on va vraiment regarder tous ces exchanges d'un peu plus près. Et vous les fort connus, à Coinbase, Coindesk et Bitstamp. Donc vraiment, commencer à les regarder là. Donc vous voyez un peu les différences de prix qu'il y avait. Et là, donc c'est très intéressant ce qu'ils disent, vu qu'ils en parlent vraiment, ils s'intéressent fortement à cela. Ok. Et là maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a? Encore d'autres personnes, d'autres institutionnels, toujours à Bloomberg. Et ici, quoi? On parle de quoi maintenant? On parle de la bulle. Donc rappelez-vous, on parle de la bulle des bulbes de tulipes du 17e, 18e. Et donc là maintenant, on remet ça sur la table et on pose la même question aux investisseurs institutionnels pour leur demander bah, qu'ils fassent les parallèles entre la bulle, enfin la possible bulle du Bitcoin et cette bulle-là des bulbes de tulipes et enfin qu'ils en fassent des parallèles et qu'ils donnent leur point de vue. Et donc voilà, où sont les similitudes. Ok, donc rappelez-vous, on a vu aussi les similitudes sur le silver et là on en viendra demain parce que le silver avait passé, pas une bulle, mais la trajectoire du prix du Bitcoin est similaire à la trajectoire du prix du silver. Et donc on reviendra dessus. Et maintenant on va terminer avec le survey. Ouais, là je vous avais donné comment dirais-je, je vous parlais de l'article, mais bon, je n'avais pas joint la vidéo directement juste à côté. On va en continuation directe avec l'article. Et là, la vidéo est là au sujet du congressman Ron Paul qui a fait je vais dire sa pétition, son sondage, voilà, qui avait fait son sondage et qui demandait si les personnes voulaient être payées encore recevoir un cadeau, mais qu'il fallait garder pendant 10 ans et recevoir un Federal Reserve Note, c'est-à-dire un billet de banque, de l'or, du Bitcoin ou un bon du trésor à 10 ans. On voit que tout le monde, c'était quoi? Du Bitcoin et de l'or, tout simplement. Ok, donc voilà, ça conclut ici notre crypto rapport du jour. Donc c'était très 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 lourd. Et maintenant, bah, pour tous ceux qui étaient intéressés pour tout ce qui est le pack de vidéos modules d'initiation à la finance, donc maintenant je vais vous montrer comment le faire. Premièrement, vous allez à www.jitume.com-solution ou directement lorsque vous rentrez dans la page, faites attention si vous le regardez à travers votre smartphone ou à travers votre tablette, mettez-le toujours en mode voir comme ordinateur, cliquez sur le drapeau français, vous êtes redirigé à la page francophone, la partie francophone du site. Vous scrollez, donc vous allez vers le bas et dès que vous voyez éducation financière, vous avez ici, on a la solution pour votre éducation financière, donc pour apprendre réellement à comment opérer concrètement et bien. Donc c'est un module, ce sont des vidéos modules d'initiation à la finance, aux investissements, au marché financier, donc vous allez comprendre tout. Rappelez-vous le Bitcoin, enfin le trading existait avant le Bitcoin et le blockchain et maintenant bah, vous devez savoir, maintenant vous avez vu qu'il y a une grande entrée en matière des personnes de Wall Street, donc vous devez comprendre comment fonctionne Wall Street. Une fois que vous aurez compris comment fonctionne Wall Street, vous allez faire la transition normale pour arriver là. Vous voyez que beaucoup de personnes suivent l'argent, courent après l'argent et il y a beaucoup de catastrophes, donc vous évitez ces catastrophes. Comme vous l'avez vu, les personnes qui en font des super milliardaires, les Winklevoss, il y a Google, il y a Wikipédia, comme on dit, j'allais dire, bah, googlez-les, et là vous allez voir exactement qui ils sont, Roger Ver, googlez-le, et vous allez voir exactement qui il est, leur trajectoire, et tous les institutionnels qui sont là. Donc vous aussi comprenez ce qui se passe, comprenez les mécanismes et les concepts, et ben voilà, donnez-vous les chances de faire les choses bien, et avancer bien, ouais, au prix de 50 euros, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, c'est vraiment donné 3000 minutes, et ça va être rajouté, il y aura beaucoup de choses qui vont venir, il y aura des live trading, il y a encore pas mal de choses, et du contenu que je vais commencer à mettre exclusivement ici pour ceux qui viennent dedans de manière tout ajout, toute chose toutes les nouvelles contributions que je vais commencer à rentrer comment dirais-je, à rajouter en plus sont totalement gratos pour ceux qui ont ça. Donc vous recevrez tout le temps les nouvelles vidéos que je suis en train de mettre dedans. Donc il y aura énormément de contenu et énormément d'actualisation et de ce que vous voulez. Donc tout ça c'est fait. Donc ouais, le prix il est là, c'est super, c'est moins de 50 euros. Et donc voilà, en cliquant ici, vous allez avoir enfin, le programme des modules PDF. Donc vous allez voir exactement tout ce qu'il y a dedans. Et là, pour pouvoir l'acheter, vous avez une option, la plus rapide, c'est de cliquer ici. Ou ici au niveau des contacts, ici tout en bas, ouais, là, vous pouvez cliquer ici sur le PayPal Shop, vous allez arriver à la même page. Ou si vous voulez avoir plus d'infos, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Bien ici directement, vous me contactez via Viber, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, tout ce que vous voulez, ou ici même directement sur YouTube. Mais revenons à l'option la plus simple. Rappelez-vous, si vous voulez voir le contenu du programme, vous cliquez là, ou vous cliquez ici directement. Directement, vous êtes renvoyé à quoi?
au PayPal Checkout, donc ouais, à la page de paiement. Vous voyez ici cette page-là, jcitune.com PayPal Cash. Et ici, vous allez voir exactement le Trading Wall Street, le prix. Vous cliquez sur le Buy Now, donc acheter maintenant. Et là, directement, vous êtes redirigé vers le PayPal Checkout, donc paiement sécurisé. Il n'y a aucun problème. Tous ceux qui l'ont pris, ben, qui l'ont acheté, il n'y a eu aucun problème. Tout le monde là, ça se passe super bien. Et voilà, donc là vous mettez vos informations, hein, comme tout achat en ligne tranquillement, de forme 100% sécurisée. Et bien sûr, s'il vous plaît, mettez un numéro de téléphone et s'il vous plaît, je ne le répéterai pas assez, mettez réellement l'email que vous utilisez pour YouTube. Pourquoi? Parce que c'est une playlist privée. Et là, on va vous donner accès à la playlist privée et plus au manuel. Et donc là, vous allez avoir les 33 vidéos. Il y en a 33 pour le moment, mais comme je vous l'ai dit, ça va se rajouter. Tout ce qui se rajoute, tout ce que je rajoute, vous n'aurez pas à payer pour ça. Donc tous les bonus, tout ce que je vais mettre dedans, des compléments, les live trades, et ainsi de suite, vous aurez tout là. Et donc là, c'est complètement gratos. Mais soyez sûr, s'il vous plaît, de mettre votre adresse email que vous utilisez pour Google, de préférence votre compte gmail.com. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Les documents vont pouvoir vous être partagés. Et voilà. Donc après, vous faites le paiement. Une fois qu'on a vérifié votre paiement, vous allez recevoir l'accès à la playlist privée et aussi au manuel. Ok? Donc voilà. Ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire. Et grand merci à tous ceux qui sont déjà venus dedans et tous ceux qui ont déjà acheté et qui ont déjà commencé. Donc un grand bravo. J'ai déjà reçu vos questions, j'ai répondu à vos questions donc qu'on est là. Donc là, merci. Donc continuez à m'envoyer des questions parce que lorsque vous m'envoyez des questions, ça va aider toute la communauté et moi je pourrai refaire des vidéos avec ça. Donc vous voyez, c'est comme ça que je l'ai fait à la base lorsque j'avais mes clients hispaniques et anglophones. Et quand j'ai regroupé le tout, ben voilà, j'ai tout mis sur base de questions. Donc vous voyez que c'est très naturel. Les questions qu'une personne va se poser en commençant. Donc toutes vos questions sont super importantes. Ça me permet, moi, de pouvoir mieux vous aider et de pouvoir ramener réellement du contenu et de pouvoir compléter parce que c'est sur base des lacunes et on va dire tout ce que vous ne savez pas. Donc, un non-initié, lorsqu'il ne sait pas, il va poser des questions et sur base de toutes ces questions, ben, moi, je sais exactement qu'est-ce que je vais lui amener vu que vos questions sont vraiment concentrées et centrées sur une chose clé. Donc, c'est très important pour moi de savoir cela. Ok, donc, un grand merci à tous ceux qui ont contribué. Un grand merci à tous ceux qui sont là. Un grand merci aussi à vous qui soutenez le canal, qui commentez le canal et le canal est en train de monter. Rappelez-vous, c'est un canal que je veux éducatif et informatif et on est là en communauté, on vient se débattre. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus intelligent. Je suis juste là et donne ma contribution, je donne que mon humble avis. Et donc voilà. Ok, moi j'ai tradé, j'ai perdu, j'ai gagné, mais heureusement maintenant, ben voilà, je suis dans le côté vert plutôt que du côté rouge. Et maintenant, on est là ici pour pouvoir contribuer et permettre aussi à tout le monde, comme moi aussi j'étais un débutant, ben, qui est un débutant qui puisse avoir accès à ça. Mais comme je dis, sans débourser des je ne sais pas quoi comme somme là que je vois par là. Mais non, là ici c'est bien, c'est logique. Vous savez qui je suis, le parcours qu'il y a eu, et ainsi de suite. Donc voilà, là on vient et ici c'est un excellent prix pour vous. Donc un grand merci et continuez dans votre apprentissage. Ok, donc ici s'achève notre crypto rapport de ce samedi. On est exactement encore le 9 décembre et donc nous on va se retrouver demain pour le Bitcoin Trading Time et je n'oublierai pas de mettre le silver et encore pas mal d'autres idées que l'on a au niveau du Bitcoin et voir un peu qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on va voir les dérivés qui vont arriver à Wall Street. Et nous, rappelez-vous maintenant, durant toute la semaine, on aura tous les trading time. Et oui, hier, il n'y a pas eu de trading time parce que j'ai eu un problème technique ici et la journée était très chargée. Donc voilà, ça allait me prendre trop de temps de commencer à le faire. Donc on y reviendra pour le vendredi prochain pour faire Quantum et IOS. Et sinon, toute la semaine, on aura le problème comme d'habitude. Ok, donc un grand merci. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour un autre crypto rapport. Donc, passez un excellent week-end et on se retrouve demain dimanche déjà pour commencer la semaine avec le Bitcoin Trading Time. Ok, donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et tous les ETF déjà qui sont là. Et on va analyser la compagnie de Tel Aviv qui a vu son truc monter, enfin son prix monter et puis aussi la trajectoire du Bitcoin et celle du Silver. Ok, allez, bon après-midi et à demain. Bye bye.